Une production du Studio SF. On a réussi à tripler la business à chaque année. Donc, l'année 1, on a fait 91 000 de chiffre d'affaires, si je me souviens bien. L'année 2, on était rendu à 300 000, 900 000, etc., etc. Mais un beau matin de septembre, on se réveille et il y a un nouveau joueur dans le marché. HelloFresh est là. Et économiquement, on commence à rentrer dans une période où ce que les gens vivent beaucoup d'incertitudes et particulièrement concernant les dollars qu'ils dépensent en épicerie. Il va falloir faire des miracles, guys, parce que je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment ça va se passer avec nos partenaires. Il y a des chances aussi que je sois pas capable de vous payer. T'sais, moi, mon ambition, c'était, quand je lançais le balado, c'était on va devenir le balado numéro 1 au Québec, développement personnel, business. T'sais, après ça, il y a de la compétition là, en masse, là, mais moi, c'est pas grave. La vision est là, puis on va structurer ça, puis on va professionnaliser ça jusqu'à temps qu'on soit à peu près là. C'est fou comme en Estrie, il y a des bijoux qu'on connaît pas très bien. J'ai appris dernièrement qu'au Ripple Cove, à 90 minutes de Montréal, ils sont capables d'organiser tous les événements corporatifs, mais pas juste ça, ils réalisent les idées folles de leurs clients. Ils m'ont donné l'exemple, OK, qu'il y a un client qui voulait impressionner un de ses clients à lui. Bref, ça fait beaucoup de clients dans une phrase. Mais ils se sont occupés de louer l'hélicoptère pour ce client-là, pour l'apporter sur place dans le décor du Ripple Cove, l'hôtel 5 étoiles. Ça a vraiment fait effet. Donc, c'est fou tout ce qu'ils peuvent réaliser. Ça, c'est clairement une des idées les plus folles que j'ai entendues. Chaque fois qu'un hélicoptère est impliqué dans un concept, c'est assez fou, mais ça m'étonne pas parce que, comme tu dis, le Ripple Cove offre ce service clé en main de réaliser les idées de leurs clients corporatives, que ce soit pour des parties, des retraites, impressionner un client. Ils s'occupent de l'hébergement, de la gastronomie, des salles de réception. C'est vraiment un beau spot. Puis oui, je connais parce que j'habite tout près. Donc, le Ripple Cove, c'est sur le bord du lac Massawippi, qui est tellement beau. Et moi, j'habite sur le bord du petit lac Magog, à 10 minutes. Alors, je connais, puis c'est très bon là-bas, d'ailleurs. C'est délicieux. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez visiter le lien en description ou le ripplecove.com. Avant de débuter notre épisode du Startup Podcast, on tient à vous présenter notre nouveau partenaire qui va faire partie de la saison. Kane Lamar est un cabinet juridique expert en droit des affaires, un des plus gros cabinets au Québec. Exactement. Il accompagne des entrepreneurs partout à travers le territoire avec plus de 15 places d'affaires et plus de 300 experts en droit. C'est énorme. Vraiment. Et on est vraiment choyés parce qu'ils vont vous outiller, vous aussi, à l'aide de capsules. Lors des épisodes, vous allez parfois nous entendre faire une pause pour parler de nos experts Kane Lamar et ils vont répondre à des questions qu'on a en lien avec l'épisode que vous écoutez présentement. Vous pouvez les découvrir dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Judith Fetzer, bienvenue au Startup Podcast. Merci beaucoup, bienvenue. Merci de me recevoir, excusez. Ça fait tellement plaisir. On est très mélange d'être avec toi parce que on est des fans de ton nouveau balado, nouveau depuis presque un an déjà. Donc, presque un an. Oh wow! Ça fait pas longtemps. Hein? J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça. Depuis 6 mois. Fait que c'est quand même un peu nouveau encore. Très récent. Tu baignes vraiment, puis t'en parles quand même beaucoup, puis tout ça. Fait que c'est vraiment chouette. Puis là, c'est cool parce que on est au Studio SF. Toi aussi, t'enregistres ici, puis tout. Fait qu'on est excités. Avec la belle gang du Studio SF. Avec la belle gang. On les aime tellement. Oui. Fait que c'est un bonheur de te recevoir ici. Mais c'est un très grand plaisir pour moi d'être ici parce que moi aussi, je suis très fangirl de vous, les filles. Je vous trouve tellement hot. Je trouve que vous avez une belle mission de démocratiser l'entrepreneuriat à des jeunes. C'est drôle que tu dises ça. C'est vraiment on va en parler. Je trouve ça intéressant parce que, en fait, souvent, des invités qui sont eux aussi dans le monde balado entrepreneurial ou autre, ils s'imaginent que notre auditoire il est jeune, mais c'est quand même le morceau qui nous écoute le plus, la démographie qui nous écoute le plus. Le morceau. C'est le morceau qui nous écoute le plus. C'est quand même 28 à 35 ans, puis après ça, c'est 35 à 40. Fait que c'est pas si... Est-ce que c'était le genre de démographie que tu t'imaginais? Oui, dans le sens que le 28-35, il me surprend pas. Mais la réalité, c'est que
les jeunes écoutent beaucoup plus les balados, sont des plus grands consommateurs de balados que la tranche d'âge qui est un petit peu plus vieille. Fait que c'est pour ça que je faisais cette assumption-là. Comme vous êtes un petit peu plus jeune, je sais que... Mais on a quand même une bonne différence d'âge, moi puis Chloé. Là, tu le sais-tu ou non? Oui, je le sais. OK, maintenant, Oui. tu le sais. Oui, je le sais maintenant. Parce que je crois que ça t'a quand même surpris quand t'as su... ou en tout cas, quand t'as su que Cam, elle avait un fils. Puis Ben que... oui. Oui, un adolescent, là. Un adolescent, carrément. Parce que là, c'est nouveau qu'on assume pleinement notre différence d'âge, mais on a Ouais. quand même une décennie qui nous sépare. Puis 12 ans. 12 ans, Mais c'est exact. très hot, ça. Ouais, Oui. c'est cool. Ça apporte, j'imagine, des points de vue différents, des perspectives Notre vie est différentes. complètement différente. Ah, ouais. là. Tu sais, Ouais. Camille, elle a une maison, un fils de 13 ans. Moi, j'habite chez mes parents, Ouais. puis je suis comme, hey, j'ai pas de responsabilité. Fait que, Ben là, pas de non, non, responsabilité, j'exagère, là. On va laisser faire. Mais bref, t'as La raison. fille, elle ouvre hein. un studio en fin de semaine, mais à Ouais, part c'est ça. Je travaille 70 heures semaine, mais il se passe rien là-dedans. En tout cas, bref, c'est vrai qu'on a un auditoire peut-être un peu plus jeune, puis c'est vraiment chouette. Puis toi aussi, ton balado, c'est entrepreneurial et tout. Donc, ben, tu reçois beaucoup d'entrepreneurs. mais- Je reçois beaucoup d'entrepreneurs. C'est pas nécessairement un balado entrepreneurial, c'est un balado qui parle sur la business. Puis tu sais, même si tu es salarié, travailleur autonome, tu fais de la business quand même à tous les jours. Et donc, j'ai l'impression que ces principes-là que mes invités me partagent, ben, ils s'appliquent aussi bien que tu sois un entrepreneur ou que tu sois un salarié. Puis moi, en fait, ce qui me fascine, c'est... J'ai toujours été une passionnée du succès. Dans le sens que le succès, sous toutes ses formes, les gens qui réussissent à être bons dans les sphères d'expertise qu'ils ont choisies, moi, ça me passionne. Je trouve ça beau, je trouve ça grand, je trouve ça très inspirant. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, que tu sois un entrepreneur ou un Olympien ou quelqu'un qui court des marathons. Ou tu sais, il y a la préparation, le mindset, il y a beaucoup de similitudes qui sont similaires. Oui. Depuis quand tu t'intéresses aux gens qui ont du succès? Depuis toujours. T'as-tu Depuis un toujours, souvenir, un vieux souvenir? Mais en fait, je viens d'un milieu pas nécessairement défavorisé, mais pas très loin. Et dès un jeune âge, je savais que je voulais que... Tu sais, je voyais grand. Je savais pas comment y arriver encore. Je savais pas de quelle manière j'allais vouloir y arriver, mais c'était quand même clair que je voulais faire des grandes choses. Et j'ai toujours été une fan de justement approcher des gens, comprendre comment ils fonctionnent, d'aller prendre des cafés, de poser des questions. Donc, en fait, pour moi, le balado, c'est comme l'extension naturellement de ce que je fais depuis toute ma vie parce que justement, je suis très curieuse de voir comment tu fais, toi, pour être très performant à ce niveau-là. Puis, une des choses que je me suis rendu compte dans ma carrière, c'est qu'en fait, les gens qu'on idolâtre, qu'on regarde, puis qu'on se dit, hey, ils sont tellement hot, puis qu'on se sent un peu différent dans le sens qu'on les regarde puis on se dit mais ils sont tellement hot, mais moi je suis pas comme ça, tu sais. Mais au final, plus ma carrière grandissait, plus j'avais l'opportunité de rencontrer des grands noms, des gens qui nous impressionnent. Puis je me rendais compte, OK, mais eux aussi ont leur zone d'ombre, ils ont leurs trucs qui sont pas têtes, ils ont leurs trucs qui ont plus de difficultés à naviguer avec. Et je me suis rendu compte que justement, on était beaucoup plus pareil que ce qu'on pensait. Et comme j'ai accès à ce réseau-là, parce que ça fait 20 ans que j'entretiens mon réseau, que je le construis, que je l'entretiens, ben c'est pour ça que je me suis lancée le balado, pour pouvoir donner l'opportunité à tout le monde qui n'ont pas nécessairement l'opportunité de s'asseoir avec Robert Dutton ou Justine Dufour-Lapointe ou Louise Sigouin pour comprendre comment ils fonctionnent, ces gens-là. C'est beau, ça. J'aime Vraiment. ça. Jusqu'à où est-ce qu'on doit retourner dans ta carrière ou ton passé pour comprendre la carrière que tu mènes depuis 20 ans, là, comme tu viens de nommer? Bien, si j'essaie de faire ça assez rapidement, mais mon introduction dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est avec ma mère. Quand j'avais 15 ans, début de 15 ans, elle s'est acheté un terrain de camping dans le coin de Thetford Mines. Et donc, elle est devenue entrepreneur du jour au lendemain. Ce qui a fait en sorte aussi que moi, je me suis ramassée en appartement à Longueuil à 15 ans, toute seule. Mais ça a été ma première introduction dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je m'en suis pas rendu compte. Ça a pris beaucoup d'années avant que je catch. C'est en fait quand j'ai écrit ma première conférence que j'ai catché que,
Hey, ma mère, elle a été entrepreneur pendant 4 ans. Tu sais, des fois, tu sens que tu n'écris comme pas ta vie sur papier ou que tu fais pas un peu le bilan, tu comprends pas ces grandes... tu sais, comment ton chemin t'a mené jusqu'à là. Et donc, c'est ça. Et ensuite, j'ai été initiée dans l'entrepreneuriat et quand je suis rentrée dans le monde du travail plus traditionnel, mettons, j'ai compris assez rapidement que je fitais plus difficilement. Je me sentais un peu comme un taureau en cage, mettons. Fait que, tu sais, j'ai travaillé chez Gaz Métro à l'époque, mais tu sais, moi, je voulais la job de la CEO, mais j'avais à peu près 3 minutes d'expérience. Et donc, c'est ça. J'avais pas cette patience-là de grimper les échelons un après l'autre, de rentrer dans le monde corporatif. Donc, c'est là où j'ai compris que j'étais faite peut-être un petit peu différente des gens que je côtoyais, mes collègues, et que si je voulais accéder au succès, puis là, je vais vraiment mettre ça comme entre guillemets là, pour les gens qui écoutent à l'audio, à ma définition personnelle de ce à quoi ressemble le succès, parce que j'ai toujours mis une grande emphase quand même dans ma carrière professionnelle. Bien, pour moi, l'entrepreneuriat, ce serait fort probablement le chemin le plus qui faisait le plus de sens. T'étais comment à l'école? Parce que là, tu racontes ça juste dans le monde du travail, mais tu te sentais pas comme un taureau en cage quand il fallait qu'il t'assoie toute la journée? Absolument. Oui. J'étais très disruptive, même dans mes cours. Mais j'étais la fille qui s'impliquait partout. J'ai toujours cru vraiment à la force de l'implication. Tu sais, le bénévolat, de s'impliquer, de donner de son temps, de nous permettre d'apprendre des nouveaux skills, de découvrir des nouveaux réseaux. Donc, même très jeune, je ne sais pas pourquoi, ça, je l'ai catché assez rapidement, tu sais, de m'impliquer dans le journal étudiant, dans le comité du bal, dans ci, dans ça. Tu sais, j'avais une job, je livrais le journal avec ma mère quand j'étais en 5e année, j'avais ma run de journaux moi-même. Tu sais, donc, j'ai été très... tu sais, j'ai toujours été très active professionnellement. Puis ça, c'est quelque chose que... Pour les gens qui veulent essayer des nouvelles choses, tu sais, j'essaie tout le temps de leur suggérer, ben, tu sais, t'es pas obligé de lancer ta propre business ou, tu sais, tu peux apprendre des nouvelles choses, découvrir des nouvelles passions en t'impliquant avec différentes personnes, que ce soit à l'école de ton garçon, sur un comité au bureau, avec une start-up qui commence, de venir vous aider, vous, ici, au podcast, tu sais, d'apprendre de nouvelles compétences qui vont façonner, en fait, notre carrière. Vraiment. Puis le moment où tu réalises, là, comme tu nommes, que t'es peut-être pas faite pour... que t'es peut-être plus une entrepreneur, finalement. T'as quel âge, à peu près? T'sais, est-ce que t'as fait des études quelconques ou t'es rentrée comme dans un poste X? Donc, en fait, j'ai travaillé, mon gros de mon parcours professionnel avant l'entrepreneuriat, c'est vraiment en hôtellerie et en restauration. Donc, j'ai fait 10 ans dans cette industrie-là, qui a été une industrie que j'ai adorée chaque minute, qui m'a vraiment appris énormément. Tu sais, mettons la gestion des opérations, quand tu es serveuse dans un restaurant dans le Vieux-Port de Montréal, en plein milieu de l'été, la gestion des opérations et l'efficience, c'est des concepts que tu apprends assez rapidement. Comment parler avec des gens, comment bâtir ces social skills-là, comment être intéressé, comment entertain quand tu travailles dans l'industrie du public. C'est vitesse grand V là, que tu apprends tout ça. Donc, tu sais, puis aussi de regarder les propriétaires qui habituellement sont des propriétaires qui sont là sur place. Là, fait que tu la découvres, l'entrepreneuriat, aux premières loges. Et à travers ça, j'ai tout le temps été une fille qui a dit oui au projet qu'on me proposait. N'importe quoi. Moi, tu me parles de quelque chose, je trouve ça excitant, j'admire la personne qui m'en parle. J'ai toujours été une fille qui était super curieuse. Donc, j'ai toujours embarqué dans n'importe quel projet qu'on m'a proposé, ce qui m'a amenée à aller au Ghana pour ma première expérience entrepreneuriale moi-même. Donc, on est allé... j'ai déménagé au Ghana, qui est en Afrique de l'Ouest, durant à peu près 9 mois pour lancer une business d'import-export. Là, ce qui m'a fascinée là-dedans, c'est que la personne qui me l'a proposé, qui m'a offert offrir de venir avec lui, bien, c'est qu'en fait, puis tu sais, ça, on remonte, là, il y a 20 quelques années, là, tu sais, ça fait quand même un bout. Google, ChatGPT, tout ça, ça existait très peu, et surtout en Afrique. Donc, faire des recherches, des études de marché et tout ça, à ce moment-là, tant que tu n'es pas sur place, tu n'as pas aucune idée de ce qui se passe en réalité. Et moi, ce qui m'a surpris de cette aventure-là,
c'est qu'en fait, on a pris un billet d'avion, on s'est trouvé une place où habiter. Bon, c'est lui qui a tout géré ça. Mais c'est que la matinée, le lundi matin, qu'on a commencé à faire de la business, c'est qu'on a ouvert, on est allé dans un hôtel, dans un bar, dans un resto, café, là, whatever, dans un lounge, qu'on a ouvert nos ordis, puis que c'était ça, là. On était devenus des entrepreneurs. C'était aussi simple que, bon, ben faisons le plan là. Let's go, on le fait. Ouais. Vous étiez déjà rendu là-bas quand vous avez choisi de commencer à imaginer la chose? Non, on comprenait, Okay. on comprenait, on savait... J'ai manqué le bout qu'on est encore au Québec. Elle angoissait pour toi. Moi, j'étais là. rendue en Afrique, là. Genre, OK, je comprends. Puis à ce moment-là, t'as lâché un peu ton job que t'avais ou... Absolument. J'ai lâché ma session à l'université que j'étais inscrite dedans. Je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité. J'ai lâché ma job. Ben, tu sais, j'étais serveuse dans un resto. Là. C'est pas comme si... Mais t'as arrêté. Ouais, à ce moment-là. Comment tu voyais ça, le fait de tu sais, te lancer dans l'inconnu puis plus avoir le repère de ce qui occupait ton quotidien avant? Vraiment peur. enthousiasmant. Non. Non, la peur est pas très présente chez moi. C'est pas quelque chose... tu sais, ma notion du risque, elle est un peu floutée, je pense. J'imagine que ça t'a servi dans ta carrière pour avancer quand Effectivement. même. Fait que là, vous ouvrez vos ordis. Oui, on devient entrepreneur. Vous devenez entrepreneur. Pendant 9 mois, tu es là-bas pour lancer cette compagnie. Puis après, tu reviens. Est-ce que tu continues dans cette Je retourne dans compagnie? l'industrie du service et quelques mois par après, on me propose d'ouvrir une division québécoise d'une entreprise canadienne dans Chabanel qui fait du recyclage d'étalage. Fait qu'en fait, les mannequins dans les mannequins, les vitrines, peu importe. Donc, les magasins qui les veulent plus, nous, on les reprend, on les revalorise et on les revend. Et là, c'est vraiment ma première expérience sur ce que je gère 360. Mais tu sais, ça a de l'air big comme ça, là, mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'était tout petit, là. Et là, ça me permet vraiment de commencer à faire du marketing, commencer à utiliser les médias sociaux, de faire de la gestion d'employés, de la gestion du stock. Donc, ça me donne vraiment un aperçu de, OK, c'est quoi une business, comment ça gère, comment les différentes fonctions, comment les RH fonctionnent avec la finance, qui fonctionnent avec le marketing. C'est, tu sais, toutes ces grandes fonctions-là, là, les 6-7 grandes... Je pense que c'est 7 grandes fonctions de l'entreprise, d'une business, ils ont tout un effet sur l'une d'entre autres. Et ça... Ben en fait, ça me fait me rendre compte que, OK, pas si compliqué. J'ai beaucoup de croûte à manger, j'ai beaucoup de connaissances à développer, de compétences aussi, mais pas si compliqué parce que j'ai 27 ans à cette époque-là, puis je me dis, bon, ben tu sais, je comprends quand même une bonne partie de la job. Ton réseau ressemble à quoi à ce moment-là? Est-ce que c'est des entrepreneurs, un bon réseau de contacts ou pas du tout? Non, c'est mes amis avec qui je brosse. Mais là, moi, j'ai des Qu'on fait la questions tournée aussi des bars à là-dessus. tous les soirs, du lundi au Ah dimanche. ouais, OK. Ouais. Fait qu'il y a une facette un peu party dans ta vingtaine. Ah, dans toute ma vie. Dans toute ta vie. Intéressant. Encore Ben, aujourd'hui. Ben c'est ça, c'est parce que là, ce que je me rends compte, c'est que c'est la force de ton réseau que tu as bâti. Parce que là, tu parles de médias sociaux, de publicité à ce moment-là, mais une business pour flipper des étagères, là, c'est pas en faisant des posts Instagram que tu vas trouver tes clients. C'est pas mal plus dans des 5 à 7 avec d'autres entrepreneurs, sur le party, en créant des connexions, j'imagine. Ou j'ai mal compris le modèle. Pas tant. Et ce que je faisais à l'époque, c'était vraiment du développement des affaires. Tu sais, je contactais des propriétaires de business, puis après ça, on faisait des annonces aussi sur Kijiji, puis des trucs comme ça. C'est ça. Fait qu'on multipliait la prédominance de gens qui cherchent, bâtir le site web. C'était le premier site web que je bâtissais à ce moment-là, etc. Fait que voilà. Fait que non, c'était pas en bâtissant une communauté hyper engagée de gens qui achètent des étalages sur Instagram que... C'est ça. Est-ce que tu aimais le domaine ou tu aimais la gestion moins le domaine ou tu aimais tout? J'aimais l'expérience que ça me procurait. J'aimais vraiment l'expérience que ça me procurait. OK. C'est intéressant. Puis ce que j'entends dans ce que tu dis, j'en ai souvent parlé sur le podcast, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a des entrepreneurs qui sont passionnés par un domaine puis qui deviennent entrepreneurs pour cet Oui. intérêt-là. Puis il y a des entrepreneurs qui sont passionnés par le monde des affaires. Puis c'est un Exact. peu ça que j'entends chez Absolument. toi. C'était quasiment comme si, peu importe le domaine, entre guillemets, là, tu sais, si l'opportunité de gestion t'intéresse, t'étais comme un peu partante. Absolument. Mais moi, en fait, n'importe qui me parle de n'importe quel business model, du moment que tu commences à me parler de modèle d'affaires ou tu me parles de quelque chose ou
d'une opportunité ou d'un produit ou peu importe, moi, je suis déjà en train de réfléchir puis d'essayer de me faire un prévisionnel 5 ans dans ma tête puis essayer de comprendre les marches, ça peut ressembler à quoi et tout et tout. Mais tu sais, c'est un muscle qui se développe depuis les 20 dernières années, là. À ce moment-là, c'est mes balbutiements. Depuis 20 ans maintenant que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, que je suis dans le monde des affaires. Fait que, tu sais, ton apprentissage se poursuit, puis j'apprends beaucoup de choses. Un livre que j'aime beaucoup suggérer, c'est... juste parce que je cherche le titre, je ne l'ai pas, là, mais je pense que c'est My Personal MBA. Oui, il est gros, il est rouge, là, puis là, il y a tous les aspects. Non, il est petit, il est bleu. Ah! Mais OK, non, mais il y en a un qui s'appelle de même, puis il est énorme, là. C'est peut-être un livre c'est peut-être que j'ai acheté parce que j'aimais le titre. c'est peut-être une différente version, Ben oui. mais c'est parce que justement, c'est un livre qui te permet de comprendre... The Personal MBA, ouais, c'est ça. De Josh Kaufman. Et Pas lui que j'ai pas en tout. ce livre-là, moi, je le suggère pour n'importe qui même quand tu as un job de bureau, pour comprendre justement comment tout est imbriqué dans tout et te donner un peu un aperçu. Tu sais, tu peux être quelqu'un qui est très passionné de marketing, mais les finances, tu connais moins ça. Bien, ce livre-là va te donner comme un cours d'introduction où ce que tu vas pouvoir comprendre comment ça marche une business. C'est cool. Merci pour la suggestion. Oui. On aime ça toujours, surtout les livres. Et cette phase de ta vie, la business dont tu nous parles, ça a duré combien de temps environ? Une autre année. Donc, Okay. j'ai fait ça durant 1 an. Ensuite de ça, tu sais comment ton parcours est influencé par les gens que tu rencontres dans ta vie. J'ai rencontré un gars avec qui j'ai été en couple pendant une autre année encore. Et à peu près à ce moment-là, et lui, c'était un passionné d'entrepreneuriat. Il lisait beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat. Il parlait beaucoup d'entrepreneuriat. Il venait d'une famille d'entrepreneurs. Et donc, avec lui, c'est vraiment avec lui que j'ai commencé à exercer mon vrai muscle d'écrire des business plans, des business plans. Ouais, tout mon modèle lexique d'affaires. d'affaires est tout en C'est anglais. correct. C'est pas C'est le même grave. C'est le même en affaires. Oui. Donc, un business plan et de modèle d'affaires, justement. Et avec lui, vraiment, je pense qu'on en a écrit à peu près une 50aine. Wow. Donc, on en a fait énormément parce que le but était de trouver quelque chose qu'on avait envie de lancer à deux. Et là, on est passé dans toutes les sphères, là, des applications de rencontres, des business de thé, peu importe. Et en fait, le choix s'est arrêté sur une business de thé, sur le même modèle d'affaires qu'Avon ou qu'Arbonne, peu importe, là, un peu dans le MLM. Chose que moi, j'aimais beaucoup l'idée. Je suis une fille ma belle-mère faisait du Avon quand j'étais jeune. Puis, à tous les samedis matins, on faisait le tour de C'était tellement toutes fun, nos là. petites madames. Là. Fait que moi, je l'aime quand même bien, ce modèle d'affaires-là. Mais en tout cas. Et lui, il a décidé de se lancer tout seul au final. Donc, un matin, il s'est assis avec moi puis il m'a dit « Ouais, je pense que c'est mieux si moi, je le lance toute seule. » Et là, moi, je suis vraiment tombée comme... L'émotion que je ressentais, c'était beaucoup la colère, l'injustice. On avait travaillé fort sur cette idée d'affaires-là. Ça faisait quand même 1 mois là, que toute notre énergie, soir, week-end, lunch, peu importe, était dédiée à ça. Donc, j'ai pas réagi avec colère quand il me l'a dit. Mais cette colère-là est vraiment devenue un vecteur de watch out. Un gros moteur, là. Moi, je vais faire quelque chose, puis comme... tu vas te torcher. Ça a pris combien de temps avant que tu lui dises « bye »? T'es-tu resté un peu dans ce momentum-là alors que lui continuait de faire le projet tout seul ou t'as immédiatement quitté la relation? C'est venu pas longtemps après. Oui. C'est venu pas longtemps après. Et c'est durant cette période-là que là, moi, j'ai commencé à réfléchir au modèle d'affaires qui éventuellement deviendra Cookit, qui est l'entreprise que j'ai fondée en 2014. Mais là, donc, moi, je continue d'en écrire. Fait qu'ensemble, on en écrit peut-être une 50aine de plans d'affaires. Puis quand je dis qu'on en a écrit 50, là, ça veut pas dire qu'on a écrit 50 plans d'affaires jusqu'à 20 pages puis qu'on faisait le modèle d'affaires. Mais c'est comme, on avait une idée, on voyait une opportunité de marché, on la brainstormait jusqu'à temps qu'on arrive à un « Ah ouais, non, mais ça marche pas. Ah, mais ça ne tente pas. » Tu sais, parce que tu as lancé une entreprise aussi, il faut que... Tu sais, oui, je suis passionnée par le monde des affaires, mais il faut que le produit me tente quand même un peu. Puis une des choses que j'ai compris, j'avais écouté une vidéo de Sarah Blakely, qui est la fille qui est derrière les Boccolonics. Puis ce qu'elle disait, elle disait que
quand elle voulait se lancer en affaires, elle est partie d'une problématique. Les bas collants, c'est vraiment pas confortable. Là, elle a commencé à faire le tour de toutes les usines aux États-Unis qui produisaient des bas collants. Puis la chose qu'elle a remarquée, c'est que tous les managements de ces usines-là, et même la recherche et développement, c'était des hommes. Mais les hommes, ils les portent pas, les bas collants. Donc, on avait un produit que les femmes consommaient, mais puis ça, c'est il y a 30 ans, j'imagine, mettons 25 ans, là. Mais on avait un produit que des millions de femmes consommaient sur la Terre, mais qui n'était pas pensé et développé pour les femmes. Puis là, c'est là que moi, j'ai compris. J'étais comme, OK, mais moi, les Judith de ce monde, je comprends quand même bien leur réalité. Et ça, ça, depuis ce temps-là, ça a guidé toute mon aventure entrepreneuriale. Parce que moi, je réfléchis toujours aux Judith de ce monde. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comment je peux simplifier leur vie? Comment je peux bonifier leur vie? Puis en plus, on est chanceux, dans le sens que c'est quand même les femmes qui ont le pouvoir décisionnel dans la plupart des ménages familiaux en termes d'allocation, d'acheter des affaires, puis c'est ça pour la famille, puis pour elle. Là, la femme dépasse quand même plus que l'homme. Ah ouais? C'est-tu statistiquement prouvé, absolument. ça? Ben ah oui. Ouais? Ben oh oui. Mon Dieu! Ben oui, regarde les consommatrices. Ah! Ben oui, c'est les femmes qui... En tout cas... On dirait que c'est vraiment pas la réalité de mon entourage, là. Non? Oh non, les gars dépensent bien plus dans mon entourage. Pour les dépenses familiales, pour la maison, oh non, pour les pas enfants, pour les dépenses familiales. Non, pour clairement pas. Pour leurs cheveux? Je pensais pour eux, là. Non, je pensais pour eux, en fait, là. Parce que je trouve que les femmes, on dépense pas pour nous, on dépense pour notre famille. Ah, moi, je dépense pas mal pour moi, je trouve. Oui, c'est ça. Il y en a, là, mais en tout cas, bref, c'est pas grave. Ces cheveux-là, ça s'entretient pas tout seul. Non, 100%. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Fait que là, c'est là que Cookit commence à germer dans ta tête. Exact, parce que là, l'idée vient, en fait, de... Ça fait 10 ans que je travaille dans l'hôtellerie, la restauration. Donc, moi, je suis habituée de manger dans les plus grands restaurants de Montréal puis un peu partout sur la planète. J'ai cette chance-là. Mais moi, retourner chez nous et de répliquer ces plats-là, donc faire de la soupe forte, de faire du tartare, de faire de la lasagne, de faire n'importe quel plat, bien, ça me prend beaucoup de recherche et développement de mon bord parce qu'en fait, j'ai pas grandi dans une famille. Tu sais, ma mère, elle cuisinait pas tant que ça. Elle cuisinait les mêmes 3 repas. Fait que j'avais pas ce bagage-là. Mais d'un autre côté, j'avais envie. Fait que je suis partie de la prémisse de base de « there's got to be a better way », dans le sens que ça faisait pas de sens pour moi comment on consommait, comment on gaspillait autant. Fait que l'idée du modèle d'affaires est apparue à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai lancé Cookit. Avant qu'on plonge dans Cookit, je pense que les deux, on a envie, on a besoin de comprendre la Judith à ce moment-là, là, avant que tu te lances dans l'aventure de Cookit. Est-ce que tu es autant business que tu es, mettons, aujourd'hui? Absolument pas. OK, parce que là, tu parles, puis t'es comme, faire la lasagne chez moi, c'est de la recherche et développement. Tu sais, tu parles en langage business, là, puis moi, j'adore ça. Mais c'est ça, t'étais pas comme ça à ce moment-là. T'avais, comme tu dis, t'étais... Non, puis justement, une autre quote que j'ai entendue assez rapidement dans ma carrière, c'est « Tu es le reflet des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. » Donc, choose wisely. Choose very wisely. Mais moi, à ce moment-là, tu sais, mais j'ai les mêmes... on a la même gang d'amis depuis les 25 dernières années, la même quinzaine. Et il y en a une couple qui sont entrepreneurs puis qui ont réfléchi en entrepreneuriat. Mais, mettons, j'ai pas de réseau à ce moment-là à Montréal. Donc, tu sais, pour justement travailler ce muscle-là, ben moi, j'avais envie de m'inspirer de... Fait que, moi, c'est à partir de ce moment-là où, là, je commence vraiment à approcher des gens sur Facebook à l'époque. Des Nicolas Duvernois de ce monde qui avait déjà lancé sa business. Des gens qui m'inspiraient pour aller prendre des cafés, aller luncher. Je me faisais turn down 90% du temps, mais le 90% du temps, je m'en sacrais, là, dans le sens que j'ai pas d'ego pour ces affaires-là. Tu sais, je peux demander 3 fois la même chose à la même personne à différents moments, puis ou de différentes manières. Puis à un moment donné, je vais peut-être me faire dire oui. Puis sinon, ben, je vais continuer à me faire dire non, puis c'est pas même grave. Et c'est là où j'ai commencé à aller dans des événements de réseautage, des trucs comme ça, pour vraiment, justement, là, tu sais, bâtir ce muscle-là qui est business. Très intéressant. Puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs peuvent se voir dans ce que tu dis. En tout cas,
moi, je me suis toujours sentie comme ça, de cogner à plein de portes. Ouais. Puis Oui. puis c'est drôle, en ce que c'est un bon sujet, mais comme souvent, tu te fais dire en affaires, t'as tellement d'opportunités. Tu sais, le nombre de fois que mes amis me parlent comme si les opportunités me tombaient du ciel, puis je suis comme la gang. Ouais, Savez-vous c'est ça. le nombre de personnes courriels qui m'ont qu'on dit non? envoie. Savez-vous le nombre de courriels qu'on qui se fait sans ghoster? réponse? Ben, C'est ça. Après, c'est sûr que les 4 portes qui s'ouvrent, qui sont vraiment hot, tout le monde les voit, mais ça... Il voit pas les 96 autres qui... Exact. Non. Mais on répète souvent ça en affaires parce que c'est souvent le cas de tous les entrepreneurs. Il faut que tu cognes après plein de portes. Mais je pense aussi que, tu sais, je parle souvent comme si ça a l'air bien compliqué, mais, tu sais, mettons, j'ai donné comme un ratio de 15 oui pour 96 non. Je pense que mon ratio est vraiment pas ça, tu sais. Je pense que mon ratio est vraiment plus élevé parce que j'ai appris comment tu sais, me faire amie avec quelqu'un, mettons, comment me faire introduire, comment apporter quelque chose, comment... tu sais, ça s'apprend tout ça de le faire, là. Tu sais, il y a des gens qui m'écrivent, il y a énormément de gens qui m'écrivent, mais, tu sais, je pense qu'un des courriels que j'aime moins recevoir, ou un des DM que j'aime moins recevoir, c'est comme, tu sais, j'écoute, mettons, ton balado, tu sais, genre, tu sais, j'ai besoin d'aide, puis aide-moi. Mais j'ai pas de contexte, je sais pas t'es qui. Là, il faut que moi, je fasse toute la recherche et développement. J'arrête pas de dire ça. J'adore! C'est le thème non, du je suis jeu. donc business, Judith. Non. Moi, j'adore Absolument ça, pas. là. Moi, On fait un j'adore drinking ça. game. Toutes les fois que je dis recherche et développement, on prend une gorgée de café. Hey, de café, c'est Ouais, bon, c'est ça. Mais c'est un bon point que tu marques. Le monde, il t'écrive, puis là, c'est comme à toi d'essayer de comprendre leurs choses. là. Oui, mais tu sais, t'écris à quelqu'un, il faut que tu te mettes dans la position de l'autre personne, tu sais. Pourquoi cette personne-là devrait t'investir du temps? Pourquoi ça... tu sais, puis souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à entretenir la relation avant de demander quelque chose. Tu sais, si je vais commenter chacun de tes posts pendant 3 mois, après ça, quand je slide dans tes DM, Tu comprends. ben tu me vois aller, là, tu sais, tu le vois que je t'ai engagée, que je t'ai impliquée dans ton histoire, que comme... Que j'aime ça, que je présente. Mais c'est sûr que quand tu as des plateformes, il y a des gens qui veulent juste dire quelque chose, mais tu comprends pas c'est quoi le but aussi, là. Tu sais, pour une personne comme toi qui veut tellement aider, t'es comme, OK, mais tant peu, j'ai besoin de jus, là. Ça doit quand même te créer, pas une frustration, mais une espèce de... T'as envie, mais tu peux pas, là. Je sais pas si c'est clair. C'est pas clair pendant tout ce Mais que ça j'ai prend dit, du là. temps, dans le fond. Oui, c'est Ça énormément prend de du temps, temps. mais... Ouais, mais ça prend du temps, mais j'essaie de plus possible le faire parce que, justement, ben là, tu sais, dans mon projet du balado, tu sais, je veux faire exploser ce projet-là. Pour faire exploser, ben ça te prend une communauté, ça te prend des gens qui sont engagés. Fait que, tu sais, si les gens ils m'écrivent puis que je leur réponds pas, moi, quelqu'un qui m'écrit puis que je réponds pas, tu sais, il y a des fois où ce que... Tu sais, mettons, si t'es monsieur Alain Bouchard puis je veux vraiment te parler, je vais comme réessayer une couple de fois. Mais si je fais juste te réécrire puis tu me réponds pas, des fois, je suis un petit peu comme... Pas insultée, mais tu sais... Non, en fait, je suis zéro insultée, mais je suis comme... tu sais... C'est vrai. Fait que ça, depuis les 3-4 derniers mois, au début, j'étais vraiment overwhelmed par tous les témoignages que je recevais. Puis à un moment donné, je me suis dit, attends un peu, là, la personne a pris son temps pour t'écrire son histoire. Tu sais, la moindre des choses, c'est que tu répondes, puis que tu l'encourages un petit peu, puis que tu lui donnes un petit peu d'amour, puis de love. Donc, je me force vraiment à le faire, même si c'est très time-consuming. Ça va me prendre une bonne heure par jour minimum, ce temps-ci. Quand même, c'est fou. Puis est-ce que les gens, c'est plus entrepreneurial? Parce que je sais que ton balado est beaucoup aussi de développement personnel. Oui. Est-ce que c'est sur tous les sujets ou c'est principalement encore entrepreneurial? C'est sur tous les sujets. Mais vous le voyez, là, quand on fait un épisode sur un angle en particulier, ben après ça va... Ça ouvre la porte. Oui, c'est ça. Puis, en fait, une des choses que le balado m'aide à comprendre, c'est l'universalité des émotions, dans le sens que, tu sais, des fois, je parle d'une histoire avec un invité, puis là, il y a quelqu'un qui m'écrit un message, puis qui est comme, tu sais, je vis vraiment la même chose, puis la personne, elle m'écrit son histoire, puis je suis comme, c'est pas du tout la même chose. Mais l'émotion derrière, puis, tu sais, le processus de pensée est similaire. Fait que c'est là où tu te rends compte, OK, tu sais, on n'était pas obligé de parler de la situation en tant que telle, nécessairement de la personne, mais la personne s'est reconnue pareil, puis c'est... Moi, c'est ça. La personne s'est reconnue pareil.
Ça, c'est bon, mais c'est drôle. Mais je sais pas si c'est dans ton podcast, mais j'ai écouté un balado il y a pas longtemps, puis la fille, elle disait ça, elle disait, c'est pas pour être poche avec ce message-là, mais la fille, elle disait, ça m'énerve quand quelqu'un me dit, je te comprends. Je pense que c'était Lisanne Nadeau dans un podcast de parenthèse, mais peut-être c'était pas elle, mais elle disait comme quand tu racontes une histoire, puis la personne est comme, je vis la même chose Ouais, que toi, mais c'est complètement vrai. différent. Bref, j'ai trouvé ça drôle, ça m'a fait penser à ça. Mais intéressant, puis c'est beau que les gens t'écrivent, mais c'est vrai que ça prend du temps. Puis tu vas trouver ton équilibre là-dedans. Il y a des outils aussi pour y arriver. OK. Très intéressant. J'ai envie qu'on retourne à le début de Cookit. Oui. Fait que là, l'idée est là. Comme tu dis, les Judith de ce monde, elles ont ce besoin à la maison. Puis tu as bien vu, clairement, aujourd'hui, c'est un modèle d'affaires qui s'est dupliqué. Là, tu sais. Ouais. Est-ce que tu avais des compétiteurs déjà à ce moment-là, comme Non. dans ce domaine? On était les premiers au Canada à lancer. Wow. Donc, Cookit, pour les gens qui ne savent pas, c'est une entreprise de prêt à cuisiner et de prêt à manger maintenant, qui a été rachetée par ses concurrents Fresh Prep. Donc, maintenant, la Cookit existe toujours sous différentes formes. Avec la gang de Fresh Prep, c'est vraiment un cool produit. Allez l'acheter. On vous encourage. Oui. Mais non, c'est ça, on était les premiers. Ce modèle d'affaires-là existait, commençait à apparaître en Allemagne, aux États-Unis, mais il fallait être très... En fait, puis le terme meal kit n'existait même pas à l'époque. Là. Donc, tu sais, il fallait que tu Google plein d'affaires pour qu'à un moment donné, tu réussisses à trouver quelque chose. Cette affaire-là. T'sais. Ouais. Est-ce que le Cookit qu'on... Ben, pas nécessairement qu'on connaît aujourd'hui, mais tu sais, est-ce que le prêt à manger, c'était vraiment ça ton idée, là, ou ton idée, elle a quand même Le prêt à cuisiner. Le prêt à cuisiner. Oui. C'était déjà ça ton idée, ça l'a pas tant shifté, là, tu sais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça l'a quand même beaucoup évolué. Donc, on a quand même pivoté à quelques reprises où on a lancé... Puis, tu sais, c'est là où c'est super intéressant de voir la connexion entre l'entrepreneur, le fondateur et même le produit, tu sais. Donc, moi, quand j'ai lancé Cookit, j'étais en couple, mais j'avais pas d'enfant. Donc, je comprenais pas la nécessité de mettre un repas sur la table à tous les soirs. Tu sais, moi, manger un grilled cheese ou un bol de céréales, c'était bien correct, là, tu sais, ou j'allais souper au resto avec des amis. Donc, la première version de Cookit, c'était plus gastronomique, mettons, parce que là, tu voulais recevoir des amis à la maison. Fait qu'on vendait beaucoup plus de 8 portions, 10 portions, puis il n'y avait pas le modèle d'abonnement. Puis je me disais que ça allait faire peur aux Québécois. Aux États-Unis, on commençait à voir apparaître ce modèle-là. Mais je me disais, OK, bien là, t'as peu, là. Puis là, rappelons-nous là, qu'à l'époque, là, du food e-com, il y en a très peu. Là, les Evive de ce monde. C'est ça, j'allais demander, Evive était où à ce moment-là? Il n'était pas là. encore. On est tous arrivés à peu près en même temps. Là, on a peut-être lancé à des 6 mois, 1 an, 2 ans d'intervalle. Là, les Good Food ont lancé... Good Food et Miss Fresh et Cuisto ont lancé entre 3 et 6 mois après le lancement de Cookit. Fait que, quand il y a une bonne idée dans les airs, il y a souvent beaucoup de monde qui travaille. Oui. Hey, ça, c'est vraiment spécial. Là. Oui. Ouais. Comment tu l'as vécu, ça? Comment je l'ai vécu? Moi, j'ai toujours été une fan de la compétition. Je m'inspire beaucoup de la compétition. J'essaie d'être amie avec mes compétiteurs. Nous, en fait, on compétitionnait pas l'un contre l'autre réellement. On essayait de développer un nouveau marché. Donc, le compétiteur, c'était l'épicerie. Le compétiteur, c'était le restaurant. Fait que c'était pas les parts de marché qui étaient pris par mes compétiteurs. Là. C'est que nous, à Gagne, avec nos budgets marketing, avec chacune de nos voix individuelles, il fallait éduquer la population avec ce nouveau service-là qui n'existait pas. Puis ensuite de ça, ben là, il fallait essayer de trouver une façon de se différencier. Chose qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire, en toute transparence, là, mais à se différencier pour que les consommateurs puissent choisir. Fait que là, tu as l'idée, Cookit, ça va se passer. Peux-tu nous expliquer, année 1 de Cookit, comment ça se passe? C'est quoi la recherche et développement qui a lieu pour savoir que, OK, j'ai cette idée-là, elle va se passer, voici mes ressources pour la mettre en action. T'es-tu toute seule? Ouais, mais, tu sais, au début, il y a beaucoup de peur dans cette histoire-là. Parce que là, OK, j'ai une idée de business, mais moi, j'en parle à mon monde, mais tu sais, mon monde
qui sont pas nécessairement tous des entrepreneurs. En fait, la plupart ne sont pas entrepreneurs, sont comme... Puis là, il y a tout le temps un qui te sort comme l'histoire de sa tante qui a fait faillite, puis que ci, puis que là. Puis là, tout le monde te... Puis moi, j'ai développé ce que j'appelle la théorie des oui-mais. Fait que quand tu parles d'une idée ou d'un projet d'affaires, ou peu importe ce que tu veux faire dans la vie, le monde aime donc bien ça de dire qu'est-ce qui va pas marcher là-dedans. Mais c'est de l'information qui est super utile. Fait que la petite Judith, à ce moment-là, de 28-29 ans, mettons, quand elle reçoit ces oui, mais là, au début, c'est super dur. Puis c'est oui, mais tu sais, pourquoi toi, tu réussirais? Oui, mais non, non, non. Tu sais, oui, mais non, non, non. Puis ça a pris, comme, je pense, 2 ans avant que je comprenne. En fait, les gens, ils te donnent vraiment du bon feedback. Puis, soit il faut que je change mon pitch, il faut que je le pitch de manière différente pour adresser les concerns qu'ils ont, que j'ai déjà réfléchi, puis qu'au moins, on va se sauver ça de la conversation, puis ça va être moins pénible. Ou que, ben c'est ça, mais ça donne comme du bon feedback. Mais quand on est... Tu sais, quand on n'a pas une grande crédibilité, quand on se donne pas une grande crédibilité entrepreneuriale, puis tu sais, de la crédibilité, ça se bâtit, là, dans le sens que tu te lèves pas un matin puis t'es comme, tabarouette, je suis vraiment crédible. Non, de la crédibilité professionnelle, ça prend 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, tu sais. Fait que, tu sais, plus t'es solide sur tes pattes, plus t'es crédible aussi aux yeux des autres, ben plus, comme les gens, ils vont faire attention avec ce qu'ils vont dire ou peu importe. Mais, fait que, tu sais, la théorie des oui-mais, pour les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, je leur dis tout le temps, tu sais, écoutez les gens, écoutez-les pour de vrai, là. Puis soit après ça, t'adaptes ton pitch, t'adaptes ton modèle d'affaires, t'adaptes, mais prends-le pas comme un testament que c'est une idée de merde, mettons. Ou que, tu sais, c'est facile de le prendre comme personnel puis de repartir avec ça. Fait que moi, ces oui-mais-là, ils me démolissaient. Pas, tu sais, je rentrais pas chez nous complètement catastrophée. Mais tu sais, après ça, je retournais à mon petit bonhomme de chemin, puis là, j'y réfléchissais, puis j'étais comme, bon, ben, OK. Tu sais, puis des fois, on entend une chose, tu sais, des fois, la personne dit une chose, puis on entend une autre chose, tu sais, fait que là, t'es comme... Parce que des fois, moi, j'entendais, ben, genre, t'es une entrepreneur de merde ou t'as une idée de merde, tu sais, mais c'était pas ça pantoute que la personne, elle disait, mais tu sais, des fois, comment on se parle, ouais. Le sous-texte, c'était ton narratif à toi que tu disais, « Hey, je suis une merde, hey, je suis pas capable de réussir ça, puis tout ça. » Parce que Judith, une affaire à ce moment-là, c'est qu'elle n'est pas très persévérante. En fait, elle deviendra persévérante grâce à Cookit, d'ailleurs, mais je l'étais pas. Fait que, tu sais, je l'avais pas comme moi, tu sais, cette... Ouais, j'avais de la misère à finir. Ouais, j'avais de la misère à finir ce que je commençais. Quand je m'embarquais dans des affaires, souvent, j'étais comme, finalement, ça me tente plus. Fait que, tu sais, j'étais un peu perçue comme une girouette. Je suis encore full girouette, mais, tu sais, je choisis comme mes chevals de bataille. Puis maintenant, j'y crois que je suis extrêmement persévérante, acharnée, déterminée. Mais à l'époque, tu sais, il y a 14 ans de tout ça, je le suis pas. J'ai pas fait mes preuves encore par rapport à moi-même. Où? Mettons, t'es dans quel job? Tu sais, est-ce que c'est comme tu parles de ça dans tes soupers la fin de semaine ou t'es en train de prendre des cafés avec des gens qui te disent non, ça fonctionnera pas? C'est qui principalement qui dit que ça fonctionnera pas et quand? Les gens qui m'ont plus le dit que ça fonctionnerait pas, c'était les gens qui étaient le plus proches de moi. C'est ça qui était plate. C'est toujours comme ça. Ouais. Tandis que quand j'appelais... comme je me souviens, j'ai appelé un de mes amis, Dan Quintal, un super de bon chef, un photographe culinaire. J'ai appelé comme plein de monde qui était dans cette industrie-là. Puis ces gens-là qui me disaient oui pour aller prendre un café, un lunch, pour qu'on puisse brainstormer, eux autres, ils y croyaient full. Eux autres, ils m'encourageaient. Eux autres, ils étaient prêts à embarquer dans l'histoire. Parce que c'est une des affaires que tu te rends compte, en fait, que moi, je me suis rendu compte assez tôt aussi, c'est à quel point les gens, ils veulent contribuer. Tu sais, tu leur parles d'une idée d'affaires ou d'une idée ou de peu importe. C'est pas tout le monde qui a nécessairement le guts de se lancer dans l'entrepreneuriat ou de se lancer dans des projets ou qui ont même les idées pour le faire ou qui se donnent le droit de le faire. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent contribuer puis qui veulent profiter de cette vague-là. Fait que, tu sais, moi, une affaire que je répète souvent aux entrepreneurs, c'est vous leur faites quand même un cadeau aux gens. Quand vous demandez de l'aide, là, tu sais, c'est comme une amie vient te voir, là, puis, tu sais, elle te raconte son histoire de je sais pas trop quoi, puis qu'elle te demande, tu ferais quoi, toi? Puis, tu sais, sortons de la business, 2 secondes, là, maintenant, une histoire de couple ou une histoire de parentalité, là, puis
c'est comme un cadeau. Oui. Dans le sens que, tu sais, c'est comme un cadeau que tu fais à la personne en lui demandant, genre, toi, tu ferais quoi? Moi, en tout cas, je le reçois comme un cadeau dans le sens que je pense que tu es assez intelligente puis que tu as assez d'expérience pour que je te pose une question puis que, genre, tu sais, tu sais, je veux ton opinion. Fait que moi, je le vois comme un cadeau qu'on fait. Puis trop souvent, je vois des entrepreneurs qui ont comme peur de demander ou de déranger ou... Mais non, tu sais, attends un peu, là. C'est donnant-donnant, là. C'est pas... ouais. Mais surtout en entrepreneuriat, les gens sont tellement d'action que souvent ils veulent aider. Nous, on le voit au podcast ici. Là, les gens qui viennent ici, ils ont envie de contribuer à nos projets. Ils nous posent des questions après. Ils sont comme allumés. Donc, c'est des gens souvent qui veulent contribuer beaucoup plus qu'on pense. Oui, c'est vrai. Tu sais, une des choses, justement, tu sais, fait que moi, j'ai beaucoup de peur à ce moment-là. Et je travaille chez Gaz Métro à ce moment-là. Il a fallu que je me rende à prendre un congé médical, parce que là, ça allait vraiment pas. Ça faisait pas trop longtemps, ça faisait comme 6 mois que j'avais fini officiellement l'université. Ça a pris beaucoup de temps à faire mon bac. J'ai fait mon bac en administration des affaires. Puis après, tu sais, cette période-là, je suis un peu perdue. Là. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Tu sais, quand je le regarde avec, tu sais, en rétrospective, tu sais, c'est facile, là, tu sais. Mais ça s'est pas passé comme ça, là, tu sais. C'était quand même une période où j'étais comme, OK, what the fuck am I doing, là? Et il y a cette peur-là. Fait que tu as une bonne idée, puis là, il y a cette peur-là, puis là, tu te tapes sur la tête, puis là, tu te dis d'un coup que je le fais pas, puis je le ferai. Tu sais, comme. Puis là, il y a des journées, hein, dans une semaine, il y a 4 jours sur cette semaine-là où je pense que je le ferai pas, puis il y a 3 jours que je pense que je vais le faire, puis l'autre semaine, c'est 6 jours que je pense que je vais le faire. Puis, tu sais, c'est très variable, ça fluctue. Et j'ai pris un congé chez Gaz Métro, je suis allée voir mon médecin, puis j'ai demandé. Ben, en fait, j'avais vraiment l'impression que j'y bullshitais à ce moment-là. Tu sais, j'étais comme là, je vais lui dire que ça va pas. Puis après ça, peut-être qu'il va me prescrire un arrêt médical. Puis maintenant, je suis comme non, mais ça allait vraiment plus ton affaire, là, tu sais. Et c'est ce temps d'arrêt-là, entre autres, qui m'a permis vraiment de prendre l'opportunité d'aller prendre des cafés avec des gens, de jaser avec du monde, de pousser le modèle d'affaires un petit peu plus, pour finalement retourner chez Gaz Métro. Ça, c'était au mois de juin, je pense. J'ai mis ça sur la table pendant 2 mois. Et ensuite de ça, j'ai rencontré Pat, qui est devenu le père de mon fils, mais aussi mon cofondateur, qui, lui, à la 2e date, j'ai pitché le modèle d'affaires, puis il était comme, OK, mais j'embarque. Tu sais, comme dans le sens que, meilleure idée, lui, il venait de se séparer, ça faisait comme 1 an et demi, il avait 2 petites filles à la maison. Lui, tu sais, mettre des repas sur la table, c'était un casse-tête pour lui. Fait que lui, il croyait vraiment au produit. Il avait envie d'embarquer dans un projet entrepreneurial. Il trouvait que j'avais de la drive. Fait que c'est la confiance de Pat, pour moi, c'est venu tout changer. Le pouvoir de croire en quelqu'un. Puis, tu sais, il est resté proche de moi. Puis, tu sais, Cookit, on l'a bâti, je dirais pas à 2, là, parce qu'il y a eu des centaines de personnes qui ont travaillé sur ce projet-là. Mais on l'a bâti. Pat, il m'a tellement drivé dans juste le fait de croire en moi. Puis là, c'était quelqu'un qui me connaissait pas, là. J'avais été sur 2 dates avec lui, là. Fait que... Tu sais, parce que, tu sais, nos amis, notre entourage, peu importe, tu sais, on a beaucoup de bagages avec eux. Fait qu'on, des fois, on a de la misère à voir la personne qui est assise devant moi aujourd'hui, tu sais. Mais la fille de 20 ans puis la fille de 28 ans, c'est plus la même fille, là, tu sais. Elle a évolué, mais beaucoup de mes amis, eux autres, se basaient sur tout le data qu'il y avait, là. Eux autres, il y avait 12 ans de data. Je disais, c'était ça. Puis je disais, des fois, c'était vraiment de pouvoir, puis elle prenait beaucoup de décisions de pouvoir dans sa vie. Fait que... Mais Pat, lui, il voyait la fille de 28 ans qui avait en face d'elle. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi. Puis qui m'a donné des ailes, en fait. On dirait que moi, je vois le succès un peu comme... Nous, on est dans une montgolfière, puis là, t'as des sacs de sable qui t'empêchent un peu de t'élever. C'est comme si lui, quel sac de sable il a enlevé pour que tu t'élèves? Que je croyais pas en moi. 100% ça? Y a-tu d'autres aspects, tu sais, au niveau... Il t'a-tu fait rencontrer d'autres mondes qui avaient du succès? Y avait-tu du succès lui-même? Est-ce qu'il y avait cette même croyance-là en lui? En fait, Pat, c'est un actuaire de formation qui travaille dans des fonds d'investissement. Et donc, lui, il avait 20 ans de corporatif derrière la cravate. Ça apporte quand même un bon bagage, une bonne valeur. Fait que, mettons, lui, Excel, là, il savait comment faire des sommes, mettons, là, tu sais. Tandis que moi, à ce moment-là, c'était pas clair encore.
Fait que c'est vraiment avec lui qu'on a développé le premier modèle financier parce que dès le début, une des premières choses que j'ai faites dans l'histoire de Cookit, c'était... Moi, je l'avais dans ma tête, là, Cookit, à quoi je voulais que ça ressemble, puis comment je le voyais, puis quelle grosseur, puis c'était quoi, tu sais, mettons, la vision sur les 5 prochaines années. Puis une des affaires, c'est ça, c'est que, tu sais, moi, j'ai choisi, tu sais, il y a des entrepreneurs qui prennent le chemin de ne pas appliquer sur des concours, puis des ci, puis des ça, puis des subventions. Moi, j'ai choisi le chemin inverse. Je les ai toutes faites. Toutes les subventions, toutes les 5 000 $ qui traînaient à gauche et à droite, tous les concours, je les ai vraiment toutes faites. D'un, j'apprenais comment pitcher mon entreprise. Puis aussi, bien, avec ce qu'ils te demandent de faire, comme, tu sais, ils te demandent des prévisions financières 5 ans, ils te demandent un plan d'affaires, ils te demandent, tu sais, ils te demandent beaucoup de choses. Puis, au début, j'avais de la misère. Tu sais, quand on me demandait des prévisions d'affaires, des prévisions financières sur 5 ans, j'étais comme, Christy, je sais même pas ce que je vais manger demain. Là. Comment tu veux que je me projette dans 5 ans? Puis à un moment donné, j'ai vraiment catché qu'en fait, ce qu'il essaie de voir, c'est quoi, tu sais, c'est quoi ma vision? C'est quoi mon amplitude? Si je vous disais à ce moment-là que Cookit, je voyais que c'était dans 5 ans, 300 000 de chiffre d'affaires, que j'allais avoir une boutique à Sainte-Julie, admettons, c'est pas la même chose, puis c'est pas le même chemin pour s'y rendre que si je te dis que dans 5 ans, on va être à 50 millions de chiffre d'affaires, on va virer partout au Canada. C'est vraiment pas le même roadmap. Mais les deux sont possibles. Les deux sont super possibles. C'était quoi ta vision 5 ans? C'était 50 millions de chiffre d'affaires partout au Canada, dès le début. Est-ce que quand tu as lancé Puis on l'a fait. l'idée... Félicitations. Merci. Quand tu as rencontré Pat, là, lui, t'es actuaire, fait que clairement, et j'imagine qu'il t'a amené même de la confiance financièrement, comme dans ses connaissances. Absolument. Oui. Tu pensais déjà en chiffres comme tu penses aujourd'hui? Absolument pas. Non. Ça a pris vraiment beaucoup de temps, ça, avant que je le développe, ce muscle-là, parce que trop longtemps, j'ai été super intimidée. Par les chiffres. Je m'y connaissais pas en finance. J'avais fait gestion financière fine 2001, je sais pas trop, là, à l'UQAM, peu importe. Puis j'avais fait 2-3 cours de comptabilité. Fait que j'étais capable d'identifier c'était quoi un bilan, puis mettons une tas des résultats. Là. Mais après ça, concrètement, comment les lire, puis à quoi m'en servir, puis comment les bâtir, là, on n'était pas là. Fait qu'il y avait vraiment déjà toute ta vie, d'après ce que tu dis, l'intérêt pour le succès, comme tu étais fascinée par ça, mais ça faisait pas nécessairement partie de toi, tes outils, puis ta façon de penser, tout ce qui était comme chiffres, puis le réseau, puis tout ça. En fait, tu sais, les chiffres high level, oui. Fait que, mettons, combien allait coûter le produit, combien on allait le vendre, c'est quoi les marges qu'il fallait qu'on aille derrière, où est-ce qu'on voulait aller en termes de chiffre de vente, ça allait être quoi à la part du payroll là-dedans, du budget marketing, etc. Bon. Fait que, mettons, ça, high level, oui. Fait que, mettons, je suis sur une napkin, j'étais capable de te faire ça. Mais j'ai tellement été longtemps intimidée par les chiffres que c'est vraiment, même après mon expérience de Cookit, que là, j'ai recommencé à travailler sur des nouveaux modèles d'affaires avec des outils comme ChatGPT qui m'aidaient à poser les questions pour faire comme, bon, là, je connais pas tant que ça Excel, là j'essaye de faire ça, là, explique-moi comment le faire. Fait que là, j'avais comme, d'un bord, j'avais mon ChatGPT, puis l'autre bord, j'avais mon Excel, puis là, j'étais genre, parfait, on va bâtir un forecast sur 5 ans que j'ai besoin d'avoir dans ce modèle-là. OK, t'as besoin de faire ça. Parfait. Là, j'allais checker des compagnies publiques qui avaient des trucs comme ça. Puis là, Puis c'est vraiment comme ça que je l'ai appris. Puis au final, ce que je me suis rendu compte, c'est à quel point j'aurais dû, dès jour 1, mettre du temps là-dessus. Parce que, en fait, quand tu bâtis un prévisionnel 5 ans, mettons, sur un modèle d'affaires que tu as dans ta tête, il y a tellement de variables, il y a tellement d'hypothèses que, mettons, bon, là, fait que là, j'avais construit le modèle, OK, fine, je fais quoi avec ça? Fait que là, mettons, je mets les chiffres dedans. Puis là, les chiffres que j'ai dans ma tête, OK, je suis millionnaire l'an 1, on fait 47 millions de chiffres d'affaires. Je pense pas que c'est ça, la réalité. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais quand c'est
pour moi, ça a été Pat qui a fait ça pendant longtemps. Fait que moi, j'y pitchais les grands chiffres, la grande vision. Puis après ça, lui, il partait. Puis après ça, on brainstormait une fois de temps en temps. Mais c'était lui qui faisait le gros du legwork de aller benchmarker, regarder les comparables publics, aller regarder d'autres compétiteurs dans des industries similaires. Mettre ça, te dire, voyons, ça fait pas de sens. Et ça, là, c'est tellement important pour un fondateur de faire ce process-là, parce que tu vois ce qui marche pas, ce qui est déconnecté entre ce que toi, tu as dans ta tête, puis ce qui va se passer dans la réalité que tu aimerais espérer, mettons. Fait que ça, c'est ça. Ça a pris après même Cookit, tu sais. C'est ça que c'est un long chemin, je pense que ça prend l'expérience aussi pour savoir, parce que pas que c'est facile, mais c'est un peu facile de dire hey, j'aurais dû le faire jour 1, mon plan 5 ans, vraiment bien réfléchi, puis tout ça. Mais ça, j'y crois vraiment. Oui. Je crois que c'est impératif. Vraiment, 100%, mais en même temps, maintenant, tu es capable de faire un plan 5 ans réaliste, entre autres avec le bagage ou les ressources que tu as à ta disposition. Tu sais, à 28 ans, tu penses-tu que tu avais le knowledge pour faire un plan 5 ans réaliste? Non, mais c'est pour ça qu'après ça, c'est la force de s'entourer, de trouver des gens qui ont un skill set qui est différent du tien. Donc, tu sais, moi, je réfléchissais des idées, en voulais-tu, en v'là, tu sais, sur le produit, sur le marketing, peu importe, sur même la gestion des opérations. Mais après ça, tu sais, c'était à Pat que je disais tout ça. Puis après ça, c'était lui qui mettait ça dans un chiffrier Excel puis qui me disait ça n'a pas d'allure. Fait que c'est comme ça que j'ai pallié. Ouais. Mais, justement, tu sais, je suis restée dans cette peur-là trop longtemps pour vraiment m'y attaquer. Hein. Puis je pense vraiment que c'est un des trucs, si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs ou à des gens qui veulent se lancer, c'est faites l'exercice. Honnêtement, c'est vraiment pas si compliqué de le faire. C'est une bonne semaine de travail. Tu as été à la tête de Cookit pendant combien de temps? 12 ans. 12 ans. Peux-tu nous passer à travers les milestones importants pour qu'on comprenne l'ampleur de Cookit? Oui. En fait, durant les 8 premières années, on a réussi à tripler la business à chaque année. Donc, l'année 1, on a fait 91 000 de chiffre d'affaires, si je me souviens bien. L'année 2, on était rendu à 300 000, 900 000, etc. On a réussi à faire cette croissance-là par 3 piliers ou 4 piliers. Mon disque Cookit est rendu loin, là, mais le premier pilier, c'était vraiment en faisant l'expérience client. Donc, une des choses que j'ai faites pendant vraiment longtemps, je pense qu'on était rendu à 9 millions de chiffre d'affaires, puis c'était encore moi qui faisais, puis assisté par d'autres gens, là, mais le service à la clientèle passait tout par mon téléphone. Dans le sens que pendant les 3 premières années, je pense que la ligne de Cookit, c'était mon numéro de téléphone. Les courriels, je les voyais rentrer sur mon téléphone. Donc, j'avais quelqu'un qui m'aidait là, à répondre aux courriels. Mais la connexion avec les clients, c'est les gens qui consomment ton produit, ils autres aussi, là. Moi, des fois, là, ça me flabbergastait. On envoyait des sondages, puis il y avait là, des questions. Là, puis là, mais tu sais, des 30, 40 questions, puis où ce que genre... Puis les gens, là, ils répondaient, là. Ils voulaient donner... Les gens veulent contribuer. Mm-hmm. Ils voulaient donner leur opinion. Puis toutes les innovations qu'on a faites, c'est tout venu de nos clients. C'est venu de problématiques que j'avais moi, que mon équipe avait moi, mais c'était vraiment parce qu'on regardait chacun des courriels qui rentraient, parce qu'on... C'est pas juste les courriels, c'est qu'on posait des questions aux gens. « Ah ouais, ça, t'as pas aimé ça, pourquoi? » Puis là, et voilà, recherche d'études de marché, genre comme fois 1000. Fait que là, une fois, tu as tellement de data, puis j'étais super impliquée avec mes clients. Là, j'ai fait la livraison pendant un cristi de bon bout. Je savais où ce qui habitait certains de mes clients, là, parce que c'était nous autres qui faisaient la livraison pour la première année. Fait que cette proximité-là avec le consommateur, pour moi, est super importante. Puis c'est pour ça que je vous dis, même pour le balado, tu sais, je suis super impliquée dans le sens que moi, je le co-construis avec une bunch de gens, ce balado-là. Là. C'est pas un projet individuel, là. C'était un projet collectif que je vois. Puis je me vois juste le porte-étendard de ce que j'essaie de construire, parce que sans les gens, on n'est rien. Là. En tout cas, moi, je suis rien. Non. Puis pour moi, une des affaires que j'ai compris, c'est que quand j'essaie de faire des affaires tout seul de mon bord, c'est vraiment compliqué pour moi. Moi, j'ai besoin d'avoir du monde autour de moi. J'ai besoin d'avoir... ces temps-ci, je travaille avec proximité avec Mathilde, avec Mathis.
J'ai besoin d'eux autres. Ben, t'es une visionnaire. Fait que, ben, j'imagine. Oui, que puis tu je te considères m'entoure de visionnaire. gens que... Je pense que je lis bien les gens. Pas toujours d'abord, en premier lieu, mais je les comprends bien. Puis je comprends bien aussi... Tu sais, être en business, c'est donnant-donnant, là. En fait, donnant-donnant-donnant, là. Mais tu sais, dans le sens que, comme, qu'est-ce que ces gens-là, ils veulent apprendre dans leur carrière? Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, eux autres? C'est quoi leurs ambitions? C'est quoi leur... Puis, tu sais, quand ça fit, là, moi, mes ambitions, les ambitions de la business, puis les ambitions de la personne, tu sais, ce qu'ils veulent développer dans la carrière, ben, tu sais, fait que je pense que ça, j'ai une bonne lecture. C'est un de mes superpowers, mettons. Puis une chance. Parce que tout seul, je suis inutile. Fait qu'un point fort chez Cookit, pendant longtemps, c'était que tu étais très impliquée dans l'expérience client. Oui, absolument. Fait que c'est comme ça qu'on a fait toutes les innovations. Fait que nos clients qui commandaient du prêt à cuisiner, ben ils voulaient du prêt à manger aussi. Fait que c'est comme ça qu'on a lancé ça. Nos clients, ils voulaient des formats familiales, c'est comme ça qu'on a lancé ça. Nos clients voulaient des produits d'épicerie, c'est comme ça qu'on a lancé ça. Nos programmes, ils voulaient des programmes de loyauté, ils voulaient des trucs plus, moins d'emballage. Chacun des projets qu'on a lancés qui a eu du succès chez Cookit, c'est les clients. Les clients, les médias sociaux, les commentaires. J'ai toujours mis énormément de temps à lire les commentaires. Tu sais, Reddit n'existait pas à l'époque. On faisait de la pub sur Facebook, sur les plateformes. Puis là, le monde, il commentait des affaires. Même pas des clients. Mais c'est super important, là, dans le sens que, tu sais, de comprendre justement comment tu vas positionner. Mon cerveau est tout le temps en train de réfléchir. Ah, OK, parfait, on va adapter ça, on va adapter ci, on va adapter ça. Est-ce que tu te sens très axé comme... Toi, vente, marketing, tu sais, est-ce que quand tu regardes ta business, t'es comme l'argent rendu. Tu me fais beaucoup penser à ma mère, en fait. Ouais, ça, c'est je vrai. pense, ouais. Vraiment. Mais ta mère, je la connais pas personnellement. Puis je l'ai écoutée au balado Les Dérangeants. Puis j'ai vraiment eu un grand coup de cœur pour elle. J'étais comme, OK, elle est vraiment smart, cette fille-là. Là. Tu me fais vraiment penser à elle. Ouais. Puis très comme... Il y a beaucoup de choses que tu nommes, que je la vois nommer ça, puis vous avez probablement un parcours similaire parce que, en tout cas, bref, c'est pas grave, c'est un autre dossier, mais je suis sûre que tu cliquerais bien avec elle. Puis tu me fais pas le penser, puis c'est ça. Elle, là, ils vont en train de te partir une business, on est 4 associés, puis chaque jour, elle est comme Chloé. Les ventes. Là, je regarde l'oral. Il n'y a pas de monde, là. Il y a du monde, là. Les ventes. Puis comme ta priorité, Chloé, c'est faire des pauses pour qu'on ait des ventes, puis tout ça. Puis moi, j'ai pas le même réflexe de... Non, pas du tout. C'est quoi ton réflexe en ce moment? Moi, je suis très... En tout cas, là, ça, c'est un autre dossier, mais en ce moment, dans notre nouveau projet, ce que je réalise, c'est que j'aime beaucoup les opérations, puis comme... Je suis une bonne... je pense que je suis une bonne genre de... Quasiment une bonne manager, là. Tu sais, j'aime m'assurer que... Ouais, opératrice. Puis c'est ça aussi que mes associés remarquent, puis on est comme... Savez-vous quoi? Je pense que je vois plus évoluer dans les opérations que dans le marketing. Wow. Alors que ça fait 6 ans que toutes mes opportunités d'emploi, c'est marketing. C'est drôle, ça. Je réalise que... Puis là, ma mère, elle serait pas contente de m'entendre dire ça, mais tu sais, les statistiques, là... Genre, on dirait que c'est pas mon thing, là, comme Moi, regarder... Je suis tellement surprise de t'entendre dire ça. Je sais, mais... Les statistiques, tu veux dire, mettons, les indicateurs de performance, les KPI, les... Il y en a que j'aime. Mettons, l'argent, je les aime. Okay. Mais ça m'empêche pas de dormir la nuit. Puis les réseaux sociaux, je regarde pas les performances de nos choses, alors que ma mère est comme « Oh, on a 600 000 vues ce mois-ci. » Puis je suis comme « Ah, OK, tu sais. » Ah ben oui, moi, je suis une psychopathe de ça. Ouais, fait que ça me fait beaucoup penser à elle dans des choses que tu dis. Fait qu'en tout cas, c'est pas grave, ça, c'est un autre dossier. On aura la chance d'en reparler, mais c'est intéressant. Puis c'est pour ça que je te disais, c'est pour ça que je dis sûrement que tu pensais beaucoup à s'assurer que les ventes, ça rentre bien, puis tout ça, puis le marketing, puis... Oui. Puis même pour le balado, je fais la même chose dans le sens que avant de lancer le premier épisode, les objectifs 3 mois, les objectifs 6 mois étaient setés. Puis je les regarde pas après ça à tous les jours, là, quoique ces temps-ci, je le regarde, tu sais, on sort le data à chaque semaine. Ben, peut-être même à chaque jour, des fois. Là. Mais ce qui est le fun dans se mettre des objectifs, puis après ça, je me mets des objectifs, puis je vais vraiment pas folle si on les atteint pas. Dans le sens que, comme, je suis très... Mais c'était vers là qu'on s'alignait. On est-tu à peu près là, mettons? Tu sais, puis ce que j'ai vraiment trouvé le fun, c'est que, mettons, justement, tu sais, moi, mon ambition, c'était, quand je lançais le balado, c'était, on va devenir le balado numéro 1 au Québec, développement personnel, business. Fait que les deux mélangés ensemble. Numéro 1. Tu sais, après ça, il y a de la compétition en masse, là. Mais moi, comme, c'est pas grave. La vision est là, puis on va structurer ça, puis on va professionnaliser ça jusqu'à temps qu'on soit à peu près là. Puis, tu sais, comme...
Fait que voilà. Puis, mais oui, je crois fermement, même personnellement, à chaque année, je fais mon cycle de planification annuel. Moi-même, là. Qu'est-ce que je veux vivre cette année? Qu'est-ce que je veux apprendre cette année? Quel genre de personne j'ai envie d'être cette année? C'est pas juste je veux atteindre X dollars ou il y a pas... Ça, quand j'étais plus jeune, je le faisais beaucoup. C'était beaucoup dans la performance. Maintenant, je le fais comme aussi dans le vibe. J'ai le goût d'avoir du fun cette année. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire qui va être le fun, tu sais? T'étais quel genre de leader chez Cookit? Attends un peu, on va faire une pause. T'as une couette dans les airs. Ah, merci. La coiffeuse en Camille. J'étais comme fallait que je le dise, là. Imagine, on fait un bon extrait, puis là, il y a la maudite couette. OK, on peut repartir. OK, je me relance. T'étais quel genre de leader chez Cookit? Leader visionnaire. Avez-vous écouté la série The Office? Oui. Non. Okay, Je le sais, là. Oui, c'est vraiment bon. Je me fais beaucoup penser... Ma personnalité, je suis très du type Michael. OK. Fait que je peux être très disruptive, mais au final, on arrive aux affaires. J'essaye d'être le plus humaine possible. Je peux être très impatiente et très émotive. C'est ça mes gros défauts à moi. Fait que... Mais c'est pas des défauts. J'ai hâte de la positionner comme ça, là, mais tu sais, fait que, mettons, si les affaires vont passer vite, si comme... C'est de l'incompétence, du monde qui veut... En fait, c'est pas l'incompétence qui me dérange, c'est le monde qui veut le passer. Moi, j'ai besoin d'être entourée avec du monde qui veulent au même niveau que moi, je veux. Ta personnalité me fascine tellement parce que tu as des dualités un peu extrêmes. Parce que tu dis disruptive, ça veut dire un peu moins organisé. Oui. Donc, comment tu fais pour retrouver ta discipline puis y arriver? C'est les gens autour de toi à 100% ou toi, tu as trouvé ton chemin pour te discipliner à ta manière? C'est une super bonne question parce que je ne suis pas une fille organisée de nature. Je suis... Tu sais, si vous voyez l'état de ma maison présentement, j'ai cherché une carte SD hier soir. On dirait que je me suis fait cambrioler chez moi. Fait que je suis pas la fille où ce que tout est... Tu sais, comme la brosse à dents est placée à la bonne place puis que tous mes courriels sont répondus à tous les jours. Je ne suis pas du tout cette fille-là. Mais je pense que j'ai... Justement, à cause... Tu sais, quand tu gères une business où tu as 700 employés, à un moment donné, il faut que tu t'organises un minimum, puis il faut que tu te structures un minimum. Puis il y a des gens qui m'ont appris des choses magnifiques. Mon adjointe, Marie-Ève Léonard, m'a appris des choses magnifiques. C'est comment elle organisait des vacances, mettons. Tu sais, des fois, pendant un petit bout, à un moment donné, c'est elle qui organisait mes voyages, mes déplacements, mes ci, mes ça. Mais juste comment elle le structurait. Mais maintenant, je suis plus capable de faire autrement. Je vois tellement le bénéfice de s'organiser un petit peu plus en amont, de faire... nous, chez Cookit, quand on a fait... Tu sais, au début, c'était comme, OK, ben on s'en va où, tu sais? Puis tant ou son temps que t'es comme une gang de... J'appelle tout le temps... Je dis tout le temps la même chose, mais tiens, tant ou son temps que t'es comme 3-4 tweets autour d'une table, c'est correct, là, la communication se passe super bien, là, tu sais. Avec mes premiers associés, avec Paul, Élie, Laurence, là, on s'assoyait autour d'une table, puis genre, ça y allait, là, tu sais. On n'avait pas besoin de s'organiser, on n'avait pas besoin de lancer des affaires qui étaient sur 9 mois, on n'avait pas besoin de faire de la gestion de projet, puis, tu sais, comme, tu sais, on tentait des affaires, on était vraiment dans la mentalité start-up, là, tu sais, move fast, break things, là, plus que d'autres choses. Fait que, tu sais, on se lançait, puis on faisait plein de projets. Mais à un moment donné, quand t'es rendu à 700 employés, tu peux plus marcher comme ça. Fait que ça, l'entreprise, Cookit, t'a payé le prix quand même du temps que moi, ça m'a pris à me former, à apprendre, à devenir meilleure. Je suis vraiment pas la queen de l'organisation encore à ce jour. Fait que... Avez-vous choisi d'aller chercher de l'aide ou des ressources externes pour vous aider dans une partie de la structure de l'organisation ou des tips pour la culture d'employé, que ce soit... Absolument. Oui? Oui. On a fait beaucoup on a donné beaucoup de mandats avec des consultations. Il y a des gens qui nous ont appris des super de belles affaires. Justement, la semaine prochaine, je tourne un épisode sur comment opérationnaliser ta planification stratégique. Je sais que c'est un sujet super niche, mais j'ai comme l'impression que justement, j'ai comme l'impression que ça va même
Parce que moi, ça m'a appris comment le faire chez nous aussi. Dans le sens que, tu sais, Cookit, on avait 8 personnes sur le conseil d'administration, 8 professionnels de haut niveau. Quand tu as un conseil d'administration où on avait beaucoup d'investisseurs aussi, là, où tu dois leur livrer des résultats, des rapports, bien, à un moment donné, tu n'as pas le choix, là, ta gouvernance, ta structure de gouvernance, il faut qu'elle soit vraiment solide pour pas manquer ces deadlines-là. Fait que, mettons, les premières années de chez Cookit, on n'avait pas de conseil d'administration. Puis après ça, on en a eu un. Puis on faisait une rencontre une fois par année. Puis, ça a pris, je pense, 7 ans, 8 ans avant qu'on commence à avoir une structure de gouvernance qui commençait à avoir de l'allure, admettons. Mais après ça, mettons, je te donne un exemple. Ta réunion du conseil d'administration est le 25, mais tu le sais qu'il faut que tu envoies ton package minimum une semaine avant pour que les gens puissent aient le temps de le lire, de les consulter. Fait que là, tu le sais qu'il y a une semaine avant ça, il faut que tu ailles tout le fichier, comme toutes les informations de tout le monde pour monter ce package-là finalement. Fait qu'au lieu, l'ancienne Judith, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se levait un matin, puis elle regardait, puis elle était comme « Oh, OK, on est le 17 novembre, le 25 novembre, on a un CA, tabarouette. » Puis là, là, c'était la grosse panique à tout le monde. Pardon pour votre... Là, c'était la grosse panique pour tout le monde. Fait que là, c'était comme... Tu sais, les gens, s'il y avait quelque chose de prévu cette journée-là, finalement, moi, je rebondissais dans leur bureau sur Slack au téléphone, puis j'étais comme « Non, il faut que tu arrêtes tout ce que tu fais. J'ai besoin de ça pour le CA de la semaine prochaine. » Puis on était comme oh, « OK, c'est bon. » Mais au début, c'était correct. On était comme... Mais à un moment donné, tu tannes un peu, tu sais, comme tout le temps être discipliné dernière minute. Fait que là, tu comprends. Fait que là, à un moment donné, tu t'assois. Puis tu te dis, bon, ben on a 4 CA par année. Les 4 CA pour les 3 prochaines années, voici les dates. Donc, une semaine avant. Fait que là, on envoyait même l'invitation dans les calendriers de nos VP. Mais je vais avoir besoin de tel data, tel rapport. Tu vas me remplir tel document. Mais une fois que tu l'as fait, une fois que tu t'es assis une fois pour le faire pendant comme 2-3 jours, mais après ça, tu sais, tout devenait comme plus simple. Là, les budgets annuels, ben c'est pas une surprise. Là, on finissait notre année financière le 30 juin. Des affaires qui, tu sais, l'inventaire, on le savait que ça commençait durant cette journée-là. Donc, pour faire approuver... Tu sais, fait tout ça, tu te rends compte, OK, mais il y a des affaires que... Pourquoi je fais le saut à chaque fois que ça arrive, comme si je venais de l'apprendre, tu sais? Puis ça, c'est ce que, justement, comment opérationnaliser sa planification stratégique, tu sais. Au début, justement, j'avais pas besoin de... Tu sais, le lundi matin, on arrivait au bureau, puis on se parlait d'une idée, puis let's go, on fait ça. Mais à un moment donné, on avait une usine là, après ça, on avait une autre usine. J'avais un associé qui était dans une usine. Fait que là, nous autres, on était rendus 3 tweets autour d'une table, puis lui, il était dans une autre usine. Lui, les conversations, le lundi matin, il les avait pas, là. Fait que lui, c'était super fâchant de son bord. Il avait l'impression qu'on était en train de rider la business, que lui, il était en train de faire les opérations, puis qu'on le laissait de côté. Mais ça a pris du temps, là. Cet associé-là, là, on s'est tellement chicané pendant longtemps jusqu'à temps qu'ils finissent par partir de l'entreprise. Au final, c'était 100% de ma faute, là, dans le sens que si j'avais mis un comité de direction où tous les mercredis matins, on se rencontre à chaque semaine, à 9 heures, chaque personne apporte ses points, chaque personne, on parle des gros points, puis après ça, genre, everyone carries on with their life. Mais... Au début, tu le sais pas, là. Puis en même temps, t'es tellement une visionnaire que est-ce que tu te serais senti bien dans autant de structures rapidement? Oui! Ah ouais? Comment tu te sentais, toi, dans cette structure-là ou de devoir autant dans ta personnalité? Ben, si à un moment donné, t'es tanné de tout le temps être... tu sais, puis plus ça grossissait, plus... Mettons, genre, le conseil d'administration, là, tu sais, l'exemple que je vous donnais, là... Tu sais, au début, c'était une présentation de 5 slides. Là, à la fin, là, il y avait un comité RH, il y avait un comité finance, il y en avait du monde là, à garder informé. Puis si ça, là, tu peux plus faire ça aussi rapidement. Fait que c'est moi, j'étais à bout de ressources. Tout le monde me hurlait dessus chez Cookit. Comme, tu sais, tu sais, comme, tu sais, les gens étaient fâchés. Tu sais, puis dans le sens que, là, je highlight les points négatifs, admettons, mais dans cet exemple-là, il y avait du monde qui était en tabarnak puis qui disait « Ouais, non, mais pas de tête puis non, mais pas à ses affaires. » Avec raison. Tu sais, l'exemple que je vous ai donné de l'associé qui, lui, était... Moi, j'étais genre, hey, tu sais, parce qu'au début, je voyais ça comme... Là, il faut qu'on jase à tous les mercredis à 9 h, mais au final, tu te rends compte que, OK, tu sais,
Ça l'évite tellement de conflits. Ça facilite la communication. Les gens ne deviennent pas dingues à essayer de te suivre. Déjà que c'est compliqué de me suivre dans la vie, tu sais. Là, au moins, j'aliène pas tous les gens qui sont autour de moi. C'est quand même pas pire. Tout ce qui est structure organisationnelle, conseil d'administration, premièrement, je propose que les experts de Kane Lamar nous expliquent ces termes-là. Ça va se passer à l'audio maintenant. Bonjour, mesdames. Je me présente, Élodie Demers, avocate chez Kane Lamar, en direct de notre bureau de Sherbrooke. Très bonne idée de nous poser la question, Chloé, parce que c'est des termes qu'on entend souvent et qu'on peut penser être interchangeables à tort. Même si, au sein d'une société par action ou une Inc., il est possible d'avoir plusieurs chapeaux, les rôles d'actionnaire, d'administrateur et de dirigeant sont distincts. Pour vous aider à les différencier, faisons une analogie nautique. Si on imagine notre société comme un navire, l'actionnaire, c'est le propriétaire. C'est la personne qui a investi pour construire ou acheter le bateau. Mais il ne travaille pas toujours activement au sein de l'équipage. Donc, dans la société, c'est la personne qui a investi de l'argent contre des actions. Sauf exception, comme la fameuse levée du voile corporatif, il engage sa responsabilité seulement à hauteur de son investissement monétaire. Donc, si le bateau coule, il perd la valeur du bateau, mais ne doit pas dédommager les familles et les passagers. La personne qui serait responsable vis-à-vis des familles et passagers, c'est l'administrateur, qui est, quant à lui, le capitaine du navire. Il décide de l'itinéraire, s'assure que les lois maritimes sont respectées. Même chose dans le domaine des affaires. Les administrateurs prennent ensemble les décisions dans le meilleur intérêt de la société. Par exemple, s'il y a des investissements à faire. Dans une PME, l'administrateur porte souvent un deuxième chapeau, soit celui de dirigeant. Donc, même si ce sont deux rôles distincts, il arrive qu'une seule personne les exerce tous les deux. Par contre, dans les cas où le dirigeant ne fait pas partie de la structure, donc il n'est ni actionnaire ni administrateur, il est tout de même essentiel au voyage en mer. C'est un peu comme le gestionnaire de l'équipage. Il s'ajuste selon la météo, choisit les matelots, s'assure du bon déroulement du voyage. Concrètement, c'est le gestionnaire opérationnel de la société, la personne qui prend des décisions quotidiennes comme l'embauche ou la signature de contrats effectués dans le cours normal de l'entreprise. J'espère que ça vient clarifier un peu les rôles des différents intervenants d'une entreprise. Comme mentionné plus tôt, tout ça est applicable pour une société par action. Mais si vous avez des questions sur les autres formes d'entreprise ou toute autre question juridique, n'hésitez pas à contacter un des 300 professionnels du droit chez Kane Lamar. Mais aussi, je veux savoir, tu dis que c'est arrivé vers année 7, 8. Puis là, tu as aussi dit tantôt que vous étiez en hyper-croissance, là, pas mal, jusqu'à année 8. Fait que c'est quoi qui s'est passé vers ce moment-là chez Cookit? Vous étiez à combien de chiffre d'affaires? Tu sais, oui, ça veut pas tout dire, mais c'est quand même intéressant à comprendre. Oui. On en était où à ce moment-là? Donc, les 8 premières années, on a été en très forte croissance. Année 8, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est que le marché a changé. Le marché a changé drastiquement. Donc, nous, on prend des décisions à l'interne où on a les mêmes chiffres, les mêmes metrics depuis les 8 dernières années. On voit les mêmes comportements chez les consommateurs. Le coût d'acquisition est toujours aux alentours de 50 $ depuis les 8 dernières années. Le coût, mettons, l'argent, le LTV, donc l'argent total que chaque client va dépenser, est environ similaire, se situe à 1 200 $. Fait que t'acquiers un client à travers tes campagnes marketing à 50 $. Il va en moyenne dépenser 1 200 $. Tu fais des marges de 30 %. Bon, à 400 $, ça te fait un retour sur... Bon, le modèle d'affaires fait vraiment beaucoup de sens. Donc, on bâtit nos modèles financiers là-dessus. On fait une grosse ronde de financement. On est allé chercher près de 10 millions. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on professionnalise vraiment l'organisation. Parce que là, on est rendu justement à 60 millions de chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de monde. C'est comme une grosse structure. Et donc là, on se dit, il faut vraiment structurer l'organisation. Donc là, ça te prend des VP partout. Puis là, ça te prend un VP RH, puis un VP opération, puis un VP. Puis après ça, eux autres, ça leur prend genre quelqu'un d'automatisation, puis conseillère, puis... Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est comme trop parti en fou, mettons. On s'est trop dit, OK, on a tout structuré en même temps. Fait qu'on a fait une planification stratégique, puis on s'est dit, let's go, on te structure ça, cette business-là. Et un beau matin de juin, on a fait
47 affichages de postes différents pour des créations de postes. Ça, c'est pour vous montrer à quel point on a été intense. Fait que c'était dans tous les départements confondus. Là. Parce qu'on voulait arriver en septembre, où ce que la plupart des fonctions avaient été embauchées, où ce que le monde avait commencé à être trainé. Fait que c'est comme un processus. Puis on prévoyait que la ronde de financement se closerait à peu près à ce moment-là. En septembre, le marché a drastiquement changé. On était 2 ans après le début de la pandémie. La pandémie, ça nous avait quand même... Ça nous a quand même donné le vent dans les voiles, là, dans le sens qu'on est passé de 20 à 60 millions de chiffre d'affaires en l'espace de quelques semaines. Puis ce 60 millions de chiffre d'affaires-là, il s'est maintenu sur 2 ans, 3 ans à peu près, qu'on était à un run rate de 60 millions de chiffre d'affaires. Mais un beau matin de septembre, on se réveille et de un, là, l'industrie est rendue un petit peu plus compétitive. Donc, il y a un nouveau joueur dans le marché. HelloFresh est là. Ils ont beaucoup d'argent. Puis ils ont beaucoup d'argent. Puis eux autres, peu importe combien ça coûte, c'est let's go. Il faut se débarrasser des compétiteurs le plus rapidement possible. Donc, peu importe le coût d'acquérir un client, c'est pas grave, on va juste investir des dollars en malade pour dominer le marché. Ça, c'est une des variables qui s'est passée. Donc, on était dans un marché où là, il restait, mettons, tu sais, Cookit et Goodfood, là, qui étaient les 2 gros joueurs au Québec, et mettons, Québec-Ontario. Mais quand HelloFresh est arrivé, ça a vraiment venu changer la donne. Et économiquement, on commence à rentrer dans une période où ce que les gens vivent beaucoup d'incertitudes, et particulièrement concernant les dollars qu'ils dépensent en épicerie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette année-là, là, c'est l'année où tu ne peux pas ouvrir la presse sans qu'il y ait 8 articles du bœuf, c'est rendu donc bien cher, puis ci, puis ça. Puis là, tout le monde est rendu à faire son épicerie ou de Dollarama. Ça continue encore. Oui, mais pendant 6 mois, je ne pouvais pas consommer l'information sans qu'on en parle. Et ce que ça a fait, c'est que ça a quand même fait peur aux consommateurs et les Québécois, en moyenne, ont décidé de resserrer leurs dépenses épicerie. Ont décidé de changer leur comportement. Et nous, on était une dépense qui n'était pas de luxe. Moi, ça me coûte moins cher. Je suis encore abonnée à Fresh Prep. Ça me coûte drastiquement moins cher qu'aller à l'épicerie. Sauf que si tu peux être vraiment tête et organisé, c'est fort probable que ça va te coûter moins cher à l'épicerie. Fait que les gens ont coupé dans ce petit luxe-là. Donc, il y a eu beaucoup moins de clients. Puis là, tout était en train... Là, ça faisait 6 mois, là, tout était rouvert. Fait que les gens ont recommencé à vivre. Et nous, on est dans un modèle d'abonnement, là, fait que ça en prend beaucoup, des nouveaux clients qui rentrent pour remplacer les anciens qui sont partis. Puis la mathématique qu'on avait chez Cookit, c'était que il y avait à peu près 20-25. Au début, c'était 30. Après ça, c'est devenu 25. Puis à la fin, c'était 20. Fait qu'il y avait 20 des consommateurs qui arrivaient chez Cookit qui allaient rester avec nous pour toujours. Mais il fallait que tu les trouves, ces 20%-là. Là. Fait qu'il fallait que sur 5 clients, il y en avait 4 que tu comprenais qui allaient partir d'ici les 6 prochains mois. Dont 30% de ces clients-là qui allaient partir après la première commande, après le premier rabais qu'ils ont eu. Mais pour renouveler cette base d'abonnés-là, il faut que tu investisses. Fait que là, en fait, ce qui s'est ramassé à faire, c'est qu'on avait des dépenses marketing qui explosaient. Bien, les dépenses marketing n'explosaient pas, c'était le coût par client qui explosait, mais complètement, à devenir plus mathématiquement rentable. Mais là, tu compétitionnes contre quelqu'un qui s'en fout d'être pas mathématiquement rentable pendant un petit bout, parce que eux, leur but, c'est de pénétrer un marché et ils le font très agressivement. Fait qu'il y a eu ça qui s'est passé. Et moi, ben, j'ai pas été assez rapide. J'ai pas pris des décisions assez drastiques. Je suis restée trop optimiste. Dans le sens qu'après ça, sur 8 ans, on avait les mêmes données. Il arrive cette année-là. Là, sur 2-3 mois, on a des différentes données. Mon coût d'acquisition est plus 50, il est rendu 250. Moi, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, il a augmenté, mais je vais pouvoir y retrouver à un moment donné. Fait qu'on le met, mettons, on fait des modèles à 100, des modèles à 150, mais la nouvelle réalité, c'est plus 100, c'est plus 150. La nouvelle réalité, c'est 250. Fait que de un, on met de la pression. On met beaucoup de pression sur l'équipe marketing à essayer de livrer quelque chose que les autres sont pas capables de livrer. Pas pantoute. Puis c'est à cause que le marché a changé. Puis de deux, ben, il n'y a plus aucun budget qui balance. Fait qu'en fait, quand on prend les décisions pour faire balancer nos budgets, ben, on a besoin de couper telle dépense à telle place, telle dépense à telle place, mais ça va être correct. Mais un mois plus tard, les dépenses, c'est comme...
Puis ce que le driver là, du coût d'acquisition par client, ce qu'il fait dans le modèle financier de Cookit, là, quand tu joues dans Excel, c'est qu'il change le nombre de clients qui rentrent, qui change donc les revenus. Fait qu'en fait, c'est ton top line est complètement changé. Tu sais, comme ton top line, ben, il est vraiment impacté. Là. Puis là, tu pensais que tu allais être à, mettons, 60 millions annualisés. Fait que 60 millions divisé par 52, puis c'est à peu près ça le volume de vente qu'on fait à chaque semaine. Mais au final, c'est pas ça. Là. Donc moi, comme puis ça, je l'ai appris. Puis j'étais entourée de gens qui avaient, tu sais, j'étais pas toute seule. Mais au final, c'est ta responsabilité en tant que présidente de prendre ces décisions-là. Et je l'ai appris que justement, tu sais, quand tu joues dans les chiffres, what you see is what you get. Là, dans le sens que s'il y a une donnée qui change, d'essayer de le dire, oui, mais optimistiquement. Non. Tu sais, puis je comprends encore le train of thought que j'ai eu à l'époque, parce que je me dis, 50$ sur 8 ans, comparé à 2 mois à 250$, on va faire une moyenne des deux. Oui, mais non. Fait que j'aurais dû prendre des décisions plus drastiquement qui auraient fait en sorte qu'on n'aurait pas... C'est parce que, tu sais, nous, pendant 2 ans, on a été super profitables. Puis après ça, on a commencé à plus l'être du tout, puis commencé vraiment à perdre beaucoup d'argent. Puis là, pendant qu'on est en train de vivre ça, on passe du monde de la start-up tech où c'est croissant à tout prix. Fait que, tu sais, tout le monde investit, les fonds d'investissement investissent pour faire de la croissance. Puis là, dans ce marché-là aussi, il est en train de changer quelque chose. Où c'est là, on ne regarde plus nécessairement la croissance, mais on regarde la profitabilité d'une entreprise. Ce qui, dans l'industrie de start-up, il y a 5-6 ans, il n'y a personne qui parlait de la profitabilité. Là. C'était comme investir à tout prix. Tu sais, croître à tout prix pour dominer ton marché, pour après ça, pouvoir faire de la profitabilité. C'est le playbook de pas mal toutes les start-up à l'époque. Fait que ce qui fait en sorte que les capitaux deviennent plus rares. Puis, voilà. Fait que ça a été 2 ans à naviguer des situations quand même complexes qui ont affecté beaucoup le moral des gens, beaucoup le moral de ma gang. Ça a été 2 ans de storytelling pas très le fun. Tu sais, quand tu n'atteins jamais tes objectifs, quand tu es comme... À tous les 2 mois, tu es en train de reprendre des décisions poches. La confiance s'amincit au niveau de l'équipe. C'est comme... Tu sais, bâtir une business qui est en full croissance, c'est normal le fun, tout le monde veut participer à cette histoire-là. Mais quand ça devient démoralisant, puis là, t'es comme... Tout le monde est comme, oui, mais pourquoi? Fait que ça a été la portion qui a été le plus difficile pour moi. Puis le plus difficile pour la plupart des gens qui sont venus travailler chez Cookit aussi. C'est sûr. Tu étais dans quel état avec ton équipe à ce moment-là? Est-ce que tu te mettais un masque tous les matins ou tu étais authentique parce que t'es toi? Puis t'arrivais dans l'état que tu étais le matin. Oui, à un moment donné, tu te mets quand même un certain masque, là, dans le sens que, tu sais, comme je continuais à avoir, Attends, si j'allais sur des balados ou tu sais, quand je faisais des apparitions à la télé ou peu importe, je connaissais mes key talking points, fait que j'étais pas, le feu est pogné. Genre, je suis obligée de faire une autre structuration ce mois prochain. La moitié de ma gang maïs, puis ils jouent au dard avec ma face. Tu sais, fait que, tu sais, ça, oui, là, tu fermes ta trappe. Mais avec l'équipe, on est quand même resté dans le plus authentique possible. Puis même dans les 6 derniers mois, on n'était plus une grosse gang. Là. Mais dans les 6 derniers mois avant la transaction, tu sais, quand là, on comprenait là, qu'il fallait faire quelque chose, là, que faire des restructurations à l'interne, on n'allait plus y arriver. Là. On fallait comme ouvrir nos horizons, soit vraiment trouver d'autres financements, soit passer sous la loi de la protection de la faillite, soit trouver un compétiteur qui allait racheter, soit... Puis ça allait fort probablement être un melting pot de ces options-là. Mais notre burn rate, on pensait qu'on avait comme 8 mois de cash, puis un autre septembre, 2 ans plus tard, ce marché-là a changé encore, c'est devenu encore plus tough. Puis là, on a compris qu'il nous restait comme 3 mois de runway, là, de cash pour les prochaines semaines. Puis le choix que j'ai vraiment pris, c'est vraiment la transparence totale avec l'équipe. Là. Il va falloir faire des miracles, guys, parce que comme je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment ça va se passer avec nos partenaires, je sais pas comment, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, puis dans cette option-là, il y avait même l'option où
il y a des chances aussi que je sois pas capable de vous payer. Ah, c'est tough, ça. Ouais. Puis ce qui a été magique de cette fois-là, parce que moi, je me suis dit, tu sais, une fois que, tu sais, moi, j'écrivais ce speech-là, là, puis j'étais comme, mais c'est sûr qu'on en perd 50%, là, c'est sûr que, comme je leur dis, là, comme je peux pas vous garantir que je vais être capable de vous payer. Si on fait ce cycle de paye-là, je sais pas l'autre après comment ça va se passer, je sais pas comment. Puis, tu sais, c'est des gens que vous allez déjà avoir travaillé, là. Fait que moi, je me suis dit, c'est sûr que tout le monde se met à chercher. Puis au contraire, les gens, là, ont encore plus le couteau dans les dents. Puis là, ceux qui restaient, c'était vraiment ceux qui étaient capables de naviguer. Tu sais, parce que ça prend une certaine résilience pour naviguer, pour être employé dans ce genre de situation-là. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de handle ou qui a envie de le vivre. Mais ceux qui restaient, c'est parce qu'ils étaient comme, OK, guys, let's fucking do this. Puis la gang a fait des miracles. Puis ce qui nous a permis de nous rendre 6 mois plus loin, en fait. Parce que faire la transaction, ça a été beaucoup plus long que prévu. Mais on a essayé de faire le mieux qu'on pouvait. Donc, on essayait de protéger le plus possible les jobs, les relations avec les fournisseurs et la pérennité de la compagnie, de tout ce qui en restait. Concrètement, c'est quoi qui s'est passé? Ça a été quoi la décision finale ou le melting pot de toutes les choses? Donc, le 6 février, on s'est présenté devant le juge et on a annoncé au juge, voici, on demande d'être placé sous la loi de la protection de la faillite. On a trouvé un compétiteur qui va racheter certains des actifs, qui va justement protéger les emplois, qui va protéger le produit, donc toutes les relations fournisseurs, mais tous les passifs, puis tout ce qu'ils ne veulent pas, en fait, on le place sous la loi de la protection de la faillite. Ça, c'est toutes les dettes. Fait que les rondes d'investissement qu'on a faites avec nos partenaires financiers, c'est passé dans la loi de la protection de la faillite. Tous les contrats, tu sais, des fois, tu signes des contrats... celui que je prends tout le temps en exemple, mais c'est notre contrat de Salesforce qui nous coûtait une fortune. Ben, quand tu signes des contrats en tant qu'entrepreneur, t'es pogné avec ces contrats-là, là, puis t'as plus les moyens de te payer leurs services, mais t'es quand même pogné pour les avoir, ces contrats-là. Fait que tous les contrats de ERP, de Name It, ils ont placé sous la loi de la protection de la faillite, puis ils ont gardé ce qui valait quelque chose. Ça, c'est ce février-ci ou c'est Non. l'année passée? C'est il y a 19 mois. OK, Un an et demi. Un an et demi, oui. OK. Donc, en février, ça va faire 2 ans. Ouais. Puis qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu es le plus fier de toi dans cette époque-là? Je suis très fière de moi durant cette période-là. C'est clairement pas unanime, mais moi, je suis super fière de moi parce que, de un, j'ai appris énormément à travers cette aventure-là. Les apprentissages que tu fais en ayant une entreprise qui est en croissance puis une entreprise qui est en décroissance, c'est pas du tout les mêmes. Et ça, c'est venu vraiment beaucoup ajouter à mon bagage entrepreneurial, à mon expertise. Puis, tu sais, j'ai comme pas lâché le morceau jusqu'à temps qu'on arrive à quelque chose qui faisait le plus de sens possible. Puis, tu sais, moi j'ai... tu sais, étrangement, je l'ai quand même aimé, cette période-là. Tu sais, je suis très... tu sais, là, on était beaucoup dans l'urgence d'agir, là, tu sais. C'est comme... tu sais, c'était très intense, là. J'étais au téléphone 24 heures sur 24. De 7 heures le matin à 10 heures le soir. Ce qui n'est pas 24 heures, là, vous me direz. Mais, mais j'étais au téléphone. C'est beaucoup toutes mes heures réveillées. J'ai pas dormi pendant... En fait, j'ai pas dormi pendant 2 ans, là. Je me couchais à minuit et demi, 1 heure. Puis à 2h30, j'étais réveillée. Puis à 4 heures, je me levais. Ça m'a pris... pour mon système nerveux, là, j'ai recommencé à dormir il y a 1 mois et demi. C'est le fun, dormir. C'est vraiment le fun. Mais ouais, j'ai recommencé à manger puis à dormir. Tu sais, pour vous donner une idée de l'impact de ce stress-là. Puis, tu sais, piloter Cookit qui était en croissance, c'était pas moins stressant non plus. C'était un stress un petit peu plus le fun, hein, que piloter une entreprise qui est en décroissance. Mais, tu sais, de passer de 0 à 60 millions de chiffre d'affaires en 8 mois, tu ne fais pas d'omelette sans casser 2. Non. Fait que, ouais. Fait que ça a été...
j'ai été crispée pendant très longtemps. Ouais. Judith, merci beaucoup pour ton partage. J'ai l'impression que éventuellement, une partie 2 se doit. En tout cas, j'ai l'impression il reste une panoplie de questions dans ma tête. Mais je trouve ça vraiment chouette qu'on ait passé à travers une bonne partie de ton parcours. Oui, quand même. Oui. Pour vrai. Moi, je trouve qu'on a été super efficace à poser des super de bonnes questions. Merci, t'es fine. Puis cette partie-là, plus difficile, je pense que tu l'abordes aussi sur ton balado. De moins en moins. De moins en moins, mais je l'ai, pour les gens qui veulent tous les détails, il y a un épisode que j'ai fait avec Sans filtre. Après le deuil de Cookit, je pense que ça s'appelle, mais avec on va le mettre en description. Oui. Puis Dom, qui est en fait ce que j'aurais aimé savoir en tant qu'entrepreneur. Je trouvais ça important de le partager. Fait que pour moi, c'est devenu super important que je revienne sur scène, mettons. Je voulais pas rester avec cette honte-là, mettons. Fait que, puis j'avais tellement de... Tu sais, quand on est entrepreneur, on nous demande souvent de faire des balados, de venir dans des tribunes et tout. Puis là, j'étais comme, là, j'ai tellement plus de contenu puis de trucs où ce que comme, j'ai besoin de les dire, là, ces concepts-là aux entrepreneurs de ce monde. C'est super que t'en parles parce que c'est vraiment pas tout le monde, non seulement qui a le courage, mais aussi qui est dans une position qui leur permet de parler de la difficulté, là, tu sais. Puis là, on est vraiment serré dans le temps, fait que je veux pas trop nous allonger, là, mais comme, c'est pas facile quand t'es rendu une aussi grande business, il y a d'autres joueurs qui peuvent des fois limiter ce que tu as le droit de dire publiquement. Fait que c'est vraiment bien que tu en parles. Bravo pour ton courage. Tu as un parcours tellement inspirant. Une grande femme d'affaires. Je suis heureuse d'avoir eu la chance de t'entendre aujourd'hui. Puis on va mettre le lien de cet épisode-là de Sans filtre en description. Fait que, parce que là, je sens que tout le monde doit être comme sur le bout de sa chaise. Là. Genre, dans le sens que on conclut l'épisode sur une partie comme très intéressante là, de ton parcours aussi. Mais cet épisode-là de Sans filtre répond probablement à ta question. De découvrir le balado. Ben oui, parce que tu as fait un épisode avec aussi sur ton système nerveux, comment le calmer. Un épisode solo. Oui. Tu voulais comprendre comment tu as recommencé à dormir. Oui, exactement. Puis au plaisir de peut-être se retrouver éventuellement. Absolument. Oui, merci, on a hâte à ta suite. Merci tout le monde.